J'ai coupé beaucoup d'oignons pour pouvoir faire les jeux. Je faisais de la cuisine, donc le sport, c'était quelque chose de lointain pour moi. J'avais une espèce de foi. J'étais persuadée d'un truc, que j'étais dans ce stade en train de faire coucou aux gens. Comme je savais, je fais bon coup bien tes oignons, qui va être là de toute façon. Et je pense que c'est ça qui m'a permis d'y croire. La résilience, c'est le travail de chaque matin, c'est constant. Donc on peut très bien faire sa résilience, mais on est tellement challengé que des fois des mémoires peuvent s'ouvrir. Il y a des injustices parce que du moment qu'il y a un jugement humain, ça peut arriver. Et c'est vrai que c'est quelque chose que moi j'ai vécu personnellement. C'est des moments difficiles où ça se recasse et dès lors qu'on tombe, de ne pas remettre en question le tout. La différence entre ceux qui gagnent et ceux qui échouent, c'est qu'il y en a qui abandonnent et qu'il y en a d'autres qui continuent à essayer. Quand il y a des peurs, il y a des actions qui sont menées avec cette peur. Dès lors qu'on se défait de cette peur, il y a une espèce d'audace. C'est je suis bien préparé, je suis bien outillé et j'y vais. Ça va être dur mon propos, mais un entrepreneur qui veut réussir. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Le Déclic, encore une fois bien accompagné. Je suis avec Asma Niang. Comment tu vas ? Très bien, merci pour l'invitation. Ça me fait plaisir de t'inviter au studio et non sur un tatami, parce que j'aurais pas été aussi confiant face à toi en tout cas. Je vais rapidement te présenter. Tu es judokate et figure inspirante du sport, notamment en Afrique. Meilleur palmarès marocain à ce jour, masculin et féminin confondus. 5 fois championne d'Afrique sur la catégorie moins de 70 kg. Record du judo marocain féminin. Double olympienne, notamment aux Jeux de Rio en 2016, aux Jeux de Tokyo en 2020. Toujours dans cette même catégorie. Top 5 mondial à ton apogée. Une première pour une judokate marocaine. 10 fois médaillée sur le circuit international, Grand Prix, Grand Slam, etc. Fondatrice de Mind Over Matter, accompagnement en préparation mentale pour sportifs. On va en parler aussi, la préparation mentale. Coach mental aux Jeux Olympiques de Paris 2024. Accompagnement donc des athlètes dans la gestion de la pression. On va pouvoir faire le parallèle aussi avec les entrepreneurs. Mentor pour la jeunesse marocaine et africaine. Et autrice notamment du livre À bras le corps qu'on a juste ici et merci de l'avoir amené. Et conférencière également. Un nombre important de cordes à ton arc. On va revenir sur ce parcours et il y a un élément assez atypique dans ton parcours, c'est que tu commences le judo à l'âge de 20 ans. Un âge où beaucoup abandonnent déjà leur rêve sportif. C'est plutôt tard de commencer le judo, surtout quand on a après derrière un parcours comme le tien aussi incroyable de médailles, de réussites. Souvent, ces gens-là qui ont ces parcours ont commencé 10 ans plus tôt encore, voire même encore avant. Qu'est-ce qui fait qu'à 20 ans, tu dis je veux me mettre au judo et surtout à ce niveau aussi intense, est-ce qu'il y a un déclic qui te pousse à te mettre dans ce sport ? Tout part d'un rêve. Voilà, un rêve d'une petite fille. Donc, c'est vrai que moi, j'étais petite, je dessinais des anneaux olympiques. Et puis tout cet univers de rêve, en fait, j'ai l'impression que toute ma vie était, on va dire, j'ai voyagé à travers les jeux. Donc, en fait, qui dit jeu, donc je voyageais un petit peu partout. Essayer de comprendre les anneaux. Ah, cet anneau-là vient de l'Asie, donc j'ai essayé de découvrir un peu l'Asie, ce que c'était. Donc, vraiment obsessionnel. Très obsessionnel avec les jeux. Je me levais, je dormais, Alors, à l'époque, moi, j'ai 42 ans, donc à l'époque, j'allais chercher à la médiathèque des cassettes, des vieilles cassettes. Après, je m'inspirais beaucoup des Afro-Américains. Donc, je voulais finir dans une finale de 100 mètres à la base. C'était ça, l'athlétisme. Donc Marion Jones, enfin tous ces athlètes qui m'inspiraient. Puis voilà, l'histoire de tous ces athlètes comme Mohamed Ali. Et puis voilà, c'était des heures et des heures de visionnage quand j'étais petite. Moi, c'était pas les dessins animés. Donc tu as été bercée voilà. à ce genre de choses. Voilà. Et pour autant, tu atteins l'âge de 20 ans. Alors mon parcours fait que c'est mon cheminement. Moi, je suis née au Maroc, dans une petite ville qui s'appelle Mohammedia. Et puis, divorce de parents. Donc, moi, j'ai rencontré ma mère qu'à l'âge de 11 ans. Donc, moi, je vivais avec mon père. Un divorce un peu douloureux. Et puis, j'arrive en France à l'âge de 11 ans, je ne parlais pas français. Donc, à la langue de Molière, je ne comprenais rien. Et puis, on me met dans une école francophone. Et puis là, au bout d'un an, donc je pense qu'il n'y avait plus de place, on me met au collège. 1 an de français. Donc là, j'avais du mal, j'avais le barrière de la langue. Sauf que j'avais ce talent, tous les enfants ils ont un talent, moi j'avais le kinesthésique, je comprenais vite. On jouait au ballon, je comprenais, on me mettait une règle, j'avais ça en moi. Donc je sentais que j'avais ce super pouvoir de comprendre le sport. Sauf que à l'époque, il fallait avoir une grande moyenne pour aller en sport-études. Et moi c'était déjà ça, je voulais faire ça, j'étais faite pour ça. Sauf que là on m'a dit échec scolaire, tout ça, donc j'ai fini en CAP, BEP, cuisine.
Je me suis retrouvée dans les fourneaux pendant que certaines copines partaient au sport-études. Alors, je faisais du hand, je faisais de l'athlé, donc plusieurs fois championne de France en athlétisme. Et puis, bon, il y avait, tout était nouveau parce qu'il fallait aussi que je rencontre ma mère. Donc, il y avait plein de choses chez moi. Et puis, bon, il y avait certaines choses aussi que j'ai vécues qui étaient difficiles. Donc, déjà, le trauma de la séparation de la maman. Je n'avais pas vraiment une enfance heureuse. Donc, il y avait tellement de choses que, bon, j'ai suivi le flot. Donc, voilà. Bon, OK, je ferai ça. Ma mère, elle m'a dit, bon, les Français, ils aiment bien manger. La cuisine, il y a du boulot. Fais ce métier, c'est bien. Voilà, c'était un peu difficile, quoi, au départ. Donc, décision. Donc, je me suis dit, bon, voilà, ça va être ça. Est-ce qu'il y a un moment donné précis où tu te dis c'est possible, je peux atteindre le plus haut niveau? Alors, vraiment, à cette période, j'ai mis en fait ce rêve dans un tiroir et j'ai arrêté d'en parler. C'était pas, je faisais de la cuisine, donc là, le sport, tout ça, c'était quelque chose de lointain pour moi. Par contre, j'ai senti qu'à cette époque, on va dire, j'étais déjà entrepreneur, dans le sens où on m'a dit que c'était contrat de qualif. Donc, contrat de qualif, maintenant, ça ne s'appelle plus comme ça. C'est 1 semaine à l'école et 3 semaines en entreprise. Argent, je touchais un peu d'argent. J'avais de l'argent de poche. Ah, ça, c'était intéressant. Donc, je crois que c'était la seule chose qui m'avait calmé, le fait de travailler. Ah, je travaille, j'ai mon salaire, donc il y avait quelque chose comme ça. Par contre, je n'allais pas choisir n'importe quel resto. Et je sais que chez moi, il y avait quelque chose de l'excellence. Donc, j'avais choisi Potel et Chabot. Le plus prestigieux, j'ai tapé à leur porte pour travailler là-bas, en fait, en contrat de qualif. Donc, j'ai passé des années. Et entre-temps, c'est là où, quand je dis entrepreneuriat, c'est je faisais le foie gras, je le vendais. Donc, voilà, on investissait à acheter des terrines. Donc, voilà, j'étais un petit peu entrepreneur. Bon, c'était pas beaucoup d'argent, mais il y avait ça chez moi. Alors, j'avais 16-17 ans. Donc, je me disais, bon, je vais exceller peut-être là-dedans, mais j'ai toujours pensé à mon rêve qui était quelque part. Voilà, quelque part caché, mais je me suis dit, peut-être à l'époque, bon, fais ça bien, on va voir le reste. Peut-être que ça, peut-être qu'il va m'aider. Donc, je faisais les choses à 100%, être dans un endroit qu'on n'aime pas, mais le faire à 100% peut-être après. Même si c'était difficile, hein. C'est un milieu patriarcal, difficile. En plus, j'étais une femme racisée, donc tout était nouveau là-bas. Donc, je découvrais, en plus, je pense que la cuisine m'a fait découvrir la France. M'a aidé à comprendre le pays où je vivais. Parce que quand on cuisine, on rencontre, d'où vient ce plat, il vient de la Bretagne. Ah, ok, c'est la Bretagne, je m'y intéresse. D'où bœuf bourguignon. Enfin, tellement de choses qui me font découvrir le pays où je vis. Donc, je commence à apprécier certaines choses. Et je pense que l'intégration était beaucoup plus facile parce que je comprenais où je vivais. Voilà. Je rebondis sur un sujet que tu viens d'évoquer dans ton parcours, c'est tu dis je toque à leur porte et puis tu te retrouves à travailler dans cette cuisine, dans ce restaurant prestigieux. C'est pas anodin finalement, c'est un des plus prestigieux en effet. Comment tu fais? Parce que j'ai l'impression que finalement, tu le dis pas mais je le comprends, tout ce que tu fais, soit tu le fais à fond, soit tu le fais pas. C'est dans ton ADN, ce qui explique aussi que tu avais déjà été championne d'athlétisme, ce qui explique aussi que tout de suite tu as voulu taper haut dans cette cuisine, ce qui explique aussi après ton parcours dans le judo et ce que tu fais maintenant avec cette vision aussi plus entrepreneuriale et de coach. Comment tu as fait pour faire en sorte qu'ils te prennent toi et pas quelqu'un d'autre? J'imagine que nombreux sont ceux qui toquent à leur porte. Alors, il y a une petite anecdote. Alors, j'avais un entretien. Donc, j'avais écrit une lettre et j'avais un entretien et il y avait un chef qui m'a reçu. Et puis, il me dit, pourquoi ici? Et puis moi, en fait, je lui dis la vérité. Je lui dis, moi, je voulais pas me retrouver au début en cuisine. Moi, je voulais être au Jeux Olympiques. Je voulais avoir une carrière de sportif de haut niveau. Et puis, je me retrouve là, en cuisine, mais je me dis que si Potel et Chabot, c'est équivalent au jeu pour moi. C'est ce que je lui avais dit, cette phrase. Et en fait, il m'a regardé comme ça. Et puis, je suis sortie, il m'a dit, ils m'ont signé. Okay. Donc, ils m'ont fait mon contrat. Juste pour ton état d'esprit? Oui, voilà, je lui ai dit, pour moi, les jeux. Donc, je pense que ça l'avait marqué que je lui dise, Potel et Chabot, c'était pour moi comme les jeux. Donc, voilà, je me retrouvais là. Peut-être qu'il s'est dit, voilà, elle va être peut-être verticale dans ce qu'elle fait. Donc, c'était top. Mais bon, c'était tellement difficile, ce métier. Tu restes combien de temps dans les cuisines? 4 ans. 4 ans. Et pendant ces 4 ans, est-ce que tous les jours, tu penses justement à cet objectif, un jour des Jeux? Alors moi, je l'avais écrit dans mon livre, j'ai coupé beaucoup d'oignons pour pouvoir faire les Jeux.
Et cette phrase me marque, et les oignons me marquent aussi, parce qu'au début, on fait pas, on est commis. Hein. Alors, voilà, Potel-les-Chabots, c'est une grande structure, et donc il faut faire beaucoup, c'est un traiteur, donc beaucoup de choses comme ça à faire à la main. Donc il y avait des oignons à couper en carrés, et puis je pense que ça m'a tellement appris la discipline. C'est que j'avais un chef, s'ils n'étaient pas comme il fallait, il les jetait, et puis je me faisais engueuler, et puis il me dit recommence. Et donc, en fait, je pense qu'à l'époque, peut-être, quand je coupais mes oignons, c'était pas les oignons où je pleurais, mais c'était peut-être que je devais pas être là. Des moments de résistance comme ça, mais j'ai l'impression qu'en fait, ces moments-là, en fait, de discipline et d'être coachable, et ça ressemble au final au sport de haut niveau. Ça ressemble, en fait, à mon cheminement, parce que bon, on reparlera des pompiers derrière, mais je pense que c'est ça qui m'a aidé en fait à être tellement disciplinée et puis accepter certaines choses forcément qui sont éloignées de notre objectif. Mais ici maintenant, on voit après. Comment on fait pour savoir que ça fait partie d'un processus? Quand surtout on est dedans et on est peut-être frustré ou on se dit qu'on n'est pas à la bonne place, mais qu'on doit apprécier le moment présent pour se dire ça fait partie du processus. Alors ça, c'est vraiment une question que je m'étais souvent posée, et je pense que j'incarnais tellement le jeu, je les incarnais tellement en moi, que j'avais une espèce de foi. À la fois, c'est quand on monte les escaliers, on ne sait pas ce qu'il y a. J'étais persuadée d'un truc. Alors, vous imaginez les jeux, il y a un tour de stade que les athlètes. J'ai toujours rêvé de ça, que j'étais dans ce stade en train de faire coucou aux gens et que j'étais là. Et j'étais persuadée que j'allais être là. Un jour, je ne sais pas comment, où et comment j'allais faire. C'est là peut-être de ne pas confondre destination et destin. Et peut-être qu'à l'époque, je ne vais pas dire que je l'avais compris, hein, bien plus tard. Mais comme je savais, je fais bon, coupe bien tes oignons, tu vas être là de toute façon. Et je pense que c'est ça qui m'a permis d'y croire et d'être dans un endroit aussi difficile. Que j'étais persuadée que j'allais être là-bas. Une croyance, une visualisation tellement puissante. Parce que je suis quelqu'un de très rêveur, hein, j'ai une âme d'enfant. Et je pense que c'est cette bulle de rêver et de me projeter qui m'a protégée dans des moments où il y avait des mots, AUX, où c'était difficile. C'était un peu mon havre de paix, cette visualisation. Et pendant ces 4 ans, tu es dans cette cuisine, et finalement, à 20 ans, tu démarres le judo. Comment ça se passe à ce moment-là? C'est le destin, comme ça. Hein. J'étais avec un ami à l'époque, et son petit frère faisait du judo. C'était mon petit ami de l'époque, et son petit frère faisait du judo. Je devais l'accompagner. Et moi, ce sport, pour moi, c'est un sport asiatique. Je ne sais pas si c'est chinois, coréen, japonais. Je sais que c'est les Asiatiques qui font du judo. Pour moi, c'était comme le karaté. Ils étaient en pyjama. Et puis, je ne connais pas. Il me dit, accompagne-moi judo. OK, bon, pour moi, j'allais au karaté. Je ne sais pas où j'allais. J'accompagne le petit. Et puis, je rentre dans le dojo. Alors, je veux dire, au début, il y avait une odeur et tout. Je me dis, c'est quoi ce sport? Qu'est-ce que je fais là-dedans? Et puis, je l'attendais un peu à l'extérieur. Et puis, il y avait un entraîneur. Et il me dit, entrez, puis bon, il me parle, et puis tu veux essayer, il y a un cours adulte à côté. Le petit, il insiste, ouais, mais le kimono, machin. Je dis, puis c'est quoi, le pyjama, je les voyais faire et tout. Je dis, bon, OK. Et là, je mets le kimono, premier cours. Et puis, à l'époque, je faisais un peu d'intérim encore. J'avais fini le bac pro, mais je faisais un peu d'intérim de côté. Donc, je travaillais encore en cuisine, et donc je mets le kimono, je suis là. Et puis, je finis le cours, et puis il vient me voir. Il me dit, t'es physique? Il me dit, je te vois bien dans ce sport. Je te vois bien dans ce sport. Moi, je l'ai vu en anneau olympique ce jour. Vraiment, je l'ai vu, ses yeux. Donc, je pense que c'était mon reflet à moi. Et puis, il me voit tous les jours. Donc, voilà, mon premier prof, qui est toujours là, qui fait partie aussi de ma vie, parce que il représente beaucoup pour moi. Et Yves Abdoun, il me dit, bon, ce sport, je te sens bien dedans, t'es physique, tu peux apprendre vite. Bon, elle ne m'a pas parlé de jeu, lui. Elle m'a dit juste, tu peux aller loin, tu peux apprendre vite. Comme moi, le lendemain, je reviens. Je prends ma petite licence, tous les jours, avec des ceintures blanches. Et puis, il faut savoir que le judo, il n'y a pas beaucoup tant que ça de loisirs. C'est où les gamins très petits, où les gens ils font un peu de compète, mais il n'y a pas beaucoup de loisirs, vraiment. Donc, je me retrouve vite avec des gens qui sont ceinture noire ou marron, ou tout ça. Puis, au bout de 3-4 ans, j'ai, on va dire vraiment 5 ans, ma ceinture noire. Ça a été un peu... Il m'a dit, je ne vais pas t'apprendre à être vraiment une judokate, mais une combattante. On va aller vite. Je vais t'apprendre les règles du jeu. Il faut mettre l'autre sur le dos. Voilà. Et puis,
Ça a été très rapide. Est-ce qu'à un moment donné, tu as eu de la peine à gérer peut-être le regard des autres du fait de commencer tard le judo ou pas du tout? Ah si, bien sûr. Alors la petite anecdote, c'est que je me retrouve à l'INSEP, donc je fais les championnats de France, mes premiers championnats de France élite. Donc je fais pied du podium. Demi-finale, je bats la championne de France alors que j'ai très peu de judo. J'étais à l'époque, avant que je sois ceinture noire, donc j'étais ceinture marron. Et puis rapidement, comme je fais dans le top 5 français, et donc on m'invite à être partenaire. Alors pour moi, ok, je vais apprendre à être partenaire, c'est ok pour moi. Et puis là, les gens ne connaissent pas mon histoire. Je suis déjà âgée, mais techniquement, les noms des techniques, et ça, peut-être le regard des autres qui me voyaient faire, et puis ils ne comprenaient pas pourquoi elle n'a pas tant de judo. Enfin, c'est comme une danse. On imagine quelqu'un qui danse et que quelqu'un qui vient taper vos pieds parce qu'il ne sait pas vraiment. Tout était un petit peu comme ça à cette époque. Et puis, peut-être les autres pouvaient me renvoyer certaines choses, certaines peurs, me dire ah, « putain, je ne vais peut-être pas y arriver ». Alors, je pense qu'à l'époque, j'avais essayé de séparer un peu les choses du bruit qu'elles font. Je suis restée quand même focus de vouloir apprendre, parce que j'étais très physique, vraiment très, très physique. Et on prenait un peu pour ça, pour un peu être une sparring forte pour les numéros 1, donc très vite. Et moi, je me suis dit, parce qu'être partenaire, on appelle ça les viandes. C'est-à-dire que les gens n'aiment pas être partenaire. Moi, je trouve ça une erreur. Parce que pour moi, c'était être là avec une championne olympique, une championne du monde, être sa partenaire, c'est la meilleure école. Moi, je suis autodidacte, donc je peux être sa viande pour apprendre. Et j'ai accepté, en fait. Je pense, après un coup, mon ego, pour moi, pourquoi l'ego là-dedans? Alors, peut-être certains qui avaient plus d'années, se sentir viande, peut-être que c'était dur pour eux. Moi, pour moi, c'était tellement... C'est une opportunité. Mais incroyable, j'apprenais avec les meilleurs comment ils font, c'est quoi le judo, comment la nutrition, tout l'univers, quoi. C'était en fait comme un apprentissage accéléré. Et puis là, j'apprenais. Et j'appréciais le fait de l'être, parce que de savoir tomber, je pouvais savoir comment en fait ne pas chuter aussi dans la chute, dans le judo. Donc voilà, c'était quelque chose de très très accéléré comme ça. À ce moment-là, ça fait combien de temps que tu fais du judo? 6 ans, 5 ans, okay. Voilà, 6-7 ans, voilà. Et durant ces 5, 6 ans, 7 ans, à quel moment tu te rends compte que vraiment tu as plus de talent que ce que tu pensais peut-être, et que tu te dis, ok, les 4 anneaux que j'ai vus dans ses yeux le premier jour, en fait, c'est pas juste un rêve, on peut vraiment potentiellement aller les chercher. C'est tout un cheminement, parce que moi, derrière, je rentre chez les sapeurs-pompiers de Paris. J'y passe 10 années. Et je pense que c'est à cette période-là, parce que à 22 ans, je faisais un footing à côté du dojo, et j'étais à côté de la caserne. Et c'était... les femmes, elles sont rentrées en 2002-2003. Moi, j'y rentre à l'époque 2005. Et là, il m'explique, t'as une bonne foulée, un gradé. Et puis il me dit, on a ouvert aux femmes. Vous avez ouvert quoi? On a ouvert le métier de pompier, sauver des vies et faire du sport. Et puis moi, c'est vrai qu'à l'époque, je voulais pas plus faire de cuisine. Et c'est vrai que peut-être certaines croyances, en disant que peut-être que je vais peut-être pas réussir dans le haut niveau, je me suis dit, il faut que je trouve un peu, pas un sport-études, mais un endroit qui me cadre, peut-être plus. Le métier, il me plaît, moi j'aime ça. Accompagner, tout ça, j'aime ça. En fait, le métier de pompier, je le trouvais vraiment très noble. Et puis en même temps, j'ai entendu le mot sport. Donc il y avait l'activité, le mouvement. Et moi, je savais pas où je mettais les pieds au début. Et je me suis retrouvée à Villeneuve-Saint-Georges, enfermée pendant 8 mois. Là, il n'y avait plus de judo, il n'y avait plus rien. Plus rien. C'est armé. Que des hommes dans ma section. Donc là, où est-ce que je suis? Qu'est-ce que j'ai fait? Et en fait, c'est magnifique. Ce choix, ça a été, je pense, c'est grâce à ça que ma carrière aussi, elle prend une ampleur. Il ne faut pas oublier que j'étais dans un milieu patriarcal en cuisine qui m'a habituée, donc tout un cheminement, à être là. Aussi, c'est un milieu patriarcal où il y a des hommes, il y a des ordres, un peu comme la cuisine. Et donc, je pense que ça, j'étais déjà habituée. C'est quoi les ordres? C'est quoi ce coaching? C'est quoi? Et donc, voilà. Il y a eu aussi les pompiers qui ont fait que j'ai cru, parce que je savais que physiquement et mentalement, je commençais... c'est la discipline, c'est l'armée de terre, le génie. 6 heures du matin, l'heure, c'est l'heure. Donc, quoi de mieux mentalement pour m'approcher des Jeux? Et puis, j'apprenais un métier en même temps. Tu parles justement de discipline, tu parles de mental. C'est capital dans le sport, c'est capital dans l'entrepreneuriat. D'ailleurs, il y a beaucoup de parallèles entre des anciens militaires, des sapeurs-pompiers, mais aussi des sportifs de haut niveau.
avec des entrepreneurs qui réussissent, voire même souvent ils ont plus de facilité à pouvoir réussir et performer. C'est quoi les quelques clés justement que tu as appris durant ces 10 années de sapeur-pompier, ces quelques années aussi dans la cuisine, 10 ans aussi plus ou moins, que tu as pu appliquer à ton quotidien de sportive et puis même aussi dans ta carrière entrepreneuriale, parce que tu as entrepris aussi, et que tu pourrais nous partager ici? Je pense sincèrement que j'aime bien le mot non-résistance. C'est-à-dire que dans le mot discipline, moi j'aime beaucoup le mot discipline, qui est étymologie de disciple, apprendre. Et moi je suis curieuse, j'aime apprendre. Alors le mot discipline, on l'a un peu changé. Quelque chose de réticent, la discipline, qu'est-ce que c'est? Alors en fait, comme si j'étais une disciple et je devais tout le temps apprendre. Et j'avais cette force, et jusqu'à aujourd'hui, c'est vraiment apprendre, apprendre, apprendre. Et même si je fais, que ce soit sur le tard ou judo, et même dans le métier de pompier, et je pense que c'est ça qui m'a... C'est-à-dire que cette discipline, du petit courage de chaque matin, de vouloir être gourmande sur l'apprentissage, apprendre et emmagasiner à fond, je pense que c'est quelque chose qui m'a énormément aidé mentalement, parce que plus j'apprenais, plus j'étais performante dans l'action, plus j'avais confiance en moi. Parce que la confiance, en fait, elle ne vient pas juste comme ça. C'est que j'avais besoin d'être aussi, me sentir utile, compétente, et puis être dans le mouvement et servir quelque chose. Et là, en étant disciple, j'ai trouvé que ça marche. Et je vois que je nourris un peu cette confiance en moi. Donc il y a un lien avec moi, et puis du coup, je suis verticale, je me sentais mieux. Et je pense aujourd'hui, c'est vraiment ça, c'est le côté vraiment discipline, du côté disciple, apprendre, l'apprentissage. Pour ceux qui se disent que c'est trop tard, que le bon moment, il est passé, qu'est-ce que tu leur dirais? Moi, le trop tard, moi je suis vraiment sur le non-limite. Je pense sincèrement, dès lors qu'on a une pensée dans le trop tard, il y a une question qui doit être avec. Sur quoi je me mens? Et ça, c'est une question que je me suis toujours posée. Donc dès que je me mettais des limites, oh, mais là c'est pas bon, je me suis posé ces questions. Il y avait des pensées toxiques qui venaient par moments. Ah non, mais c'est trop tard pour les jeux. Et ça venait par moments. Même si j'étais là, je ne vais pas vous mentir que tout était... Mais souvent, j'arrivais à me poser la question, sur quoi tu te mens? Et donc, en fait, en répondant à cette question, sur quoi je me mentais vraiment, c'est qu'en fait, ça n'avait aucun lien avec, si je peux, c'est peut-être que je ne faisais pas certaines choses qui faisaient que je pouvais y réussir. Et donc, à chaque fois, sur quoi tu te mens, là? Parce que peut-être qu'il y a le moment où on est un peu challengé, on est un peu agité, et cet endroit où on est peut nous donner en fait des pensées qui ne sont pas les nôtres, rien à voir. Et des fois on dit c'est parce que par rapport à notre humeur et l'émotion et comment on est agité à l'intérieur et à l'extérieur. Le fait de se poser sur quoi tu te mens, et en fait tout de suite ça me ramenait c'est ce moment-là peut-être que j'ai pas confiance, il se passe si. Donc je faisais un peu le ménage comme ce petit jardin japonais. Et là finalement je repartais sur mon couloir. Mais sur quoi tu te mens, c'est une question très importante dès lors qu'on dit c'est trop tard. Cette prise de conscience justement de quoi tu te mens, tu l'as eu à quel moment? Est-ce que... À la caserne, plusieurs fois, parce qu'il y a eu des moments où je faisais des 72 heures de garde, et puis des gens me disaient « Non mais Asma, là tu as 25, 26, 27 ans, tu veux être dans le top mondial, arrête un peu, tu vois, c'est... voilà, beaucoup de choses, beaucoup de peur peut-être des autres qui me les renvoyaient. Mais je commençais des fois à être happée parce qu'on est fatigué à 72 heures de garde. Il y a plein de choses qui sont dures. En plus, on vit des choses pas très simples dans les interventions. Il y a plein de questionnements qui se posent. Et puis là, des fois, j'arrivais à être happée parce que j'étais agitée. Et puis, par moments, j'ai réussi à me poser cette question. Alors peut-être pas le mot mais j'ai essayé de vraiment savoir sur quoi vraiment je me mentais à ce moment-là. Avant qu'on vienne sur le sujet de la compétition à haut niveau et tout ce que ça compose, tu as écrit un livre justement que tu as sorti l'année dernière, À bras le corps. Ça veut dire quoi, à bras le corps? À bras le corps, c'est, pour moi, il représente un geste dans le mouvement. Et le mouvement, c'est on relève les manches et mettons en action. C'est être dans ce flow-là, let's go, en fait. On fait et on va voir. Donc il y a un côté être et faire, et donc à bras le corps. Voilà, c'est l'audace, il y a le courage, cœur dérivé. Il y a plein de mots qui représentent donc le titre à bras le corps. Il me parle beaucoup. Tu dis aussi mets de l'or sur tes blessures et fais-en une force. Alors ça en revient au Kintsugi. Alors tout à l'heure, Mind Over Matter, c'était mon ancienne entreprise. Maintenant, c'est Kintsugi Vibes, Kintsugi People. Kintsugi Vibes, c'est mon association. Kintsugi, c'est un bol japonais
C'est un art japonais, l'art de la résilience. Quand au Japon, j'ai découvert ça au Japon. Quel symbole. Et puis on recolle. Au début, voilà, c'est éparpillé partout, c'est un peu brisé. On cherche, on recolle, on met de l'or, et puis on montre ces filures, et ces filures, ça devient quelque chose d'extraordinaire. Et c'est quelque chose qui m'a parlé. J'étais à Kyoto, au Japon, en 2015, et donc voilà, j'ai mis ça un peu de côté pour en faire ma structure. Et puis le livre, là, je suis en kintsugi, et je voulais un peu sublimer les mots qu'on cache par moments. On a un peu cette culture, je pense que les latins sont moins que les anglo-saxons là-dessus. On cache un peu nos mots AUX, nos échecs et cette vulnérabilité-là que je voulais un peu sublimer. Que c'est OK, moi je l'ai vécu et j'avais envie d'en fait montrer ça. Que je suis, voilà, j'avais beaucoup de mots AUX ou de fêlures ou de vulnérabilité et pourtant c'est OK et j'ai réussi à en faire une force en fait. Mais c'est un process pour que, voilà, comme ce bol, c'est un art pour pouvoir réussir à faire ça. Est-ce que dans ton cas, tu penses que ce n'est pas justement grâce à ces mots que tu en es arrivé là où tu en es aujourd'hui? Peut-être. Alors c'est mon histoire, sûrement j'étais happée par plein de choses qui font... Alors c'est souvent qu'on peut rejeter les mots, mais les mots peuvent être aussi un booster, peuvent être comme de l'essence, quelque chose qui nous pousse. Mais maintenant, il y a des... Moi, je côtoie beaucoup d'athlètes dans le monde et depuis des années. Il y en a qui ont été une vie très paisible. Bon, on a chacun nos mots à nos échelles, mais et qui ont réussi quand même. Donc, je suis pas en train de dire qu'il faut des mots pour réussir, mais en tout cas, moi, c'est mon histoire. Et cette histoire fait partie que j'ai eu ça et qui a fait que je suis ça. Donc, j'accepte tout ce qui va avec, le package, quoi. Dit différemment, je te pose une autre question liée à ça, c'est que quand effectivement le destin fait que la vie ne t'offre pas ce que tu désirais réellement avoir, ce qui a été le cas pour toi à nombreuses reprises avant toute cette carrière sportive entre autres, comment tu fais pour rester positif, pour garder le sourire, garder cette énergie, garder ces croyances, ces convictions qui t'ont maintenu finalement et qui sont restées année après année pour faire en sorte que le jour où l'opportunité s'est présentée, tu l'as saisie et puis tu es allé chercher ces médailles et ces récompenses et cette carrière que tu as eue. Parce que pour beaucoup d'entrepreneurs, parfois ils font face, entrepreneurs ou pas, mais à des déceptions, à des frustrations, à des moments plus difficiles. Et on le sait, la différence entre ceux qui réussissent, qui gagnent, ceux qui échouent, c'est qu'il y en a qui abandonnent et qu'il y en a d'autres qui continuent à essayer. Alors le parallèle entre entrepreneurs et athlètes de niveau, ils sont très, très... C'est vrai que quand j'accompagne des chefs d'entreprise, on se comprend, on a un peu le même langage de ces montagnes russes. C'est une carrière, pour les petites anecdotes, c'est les Jeux Olympiques, c'est une journée. On s'entraîne 4 ans, 25 heures d'entraînement par jour, tous les jours, pour une seule journée. Cette journée, elle peut bien se passer. On est peut-être une 25, il n'y en a que 4 qui sont sur le podium, parce qu'il y a 2 troisièmes chez nous. Et donc le reste, donc statistiquement, on a signé pour ça. On est 25-30 et on sait qu'il n'y en a que 4. Et on prend le risque, 4 ans de travailler 25 heures par jour avec des compétitions. Et donc en fait, je trouve ça à la limite beau parce que ce risque, il est juste fabuleux en fait. On signe pour ça, c'est un peu excitant en fait en réalité. Et je pense que l'athlète, il est très résilient. Vraiment, très, très, très. L'athlète de haut niveau est très, très résilient parce que il y a des souffrances physiques, forcément, parce que c'est pas du sport santé. On essaye aujourd'hui de mettre pour équilibrer l'athlète, mais c'est pas du tout du sport de santé, de faire 25 heures, d'être blessé, d'y aller. Je vais vous raconter une petite anecdote. Je fais 2 fois demi-finaliste au championnat du monde. À l'époque, c'est de 2017-2018. Je pense que j'ai eu le syndrome de l'imposteur à ce moment-là. Parce que j'avais un parcours tellement biscornu, atypique. Et là, je me dis, la première année en 2017, j'arrive en demi-finale. Bon, et je sais que j'ai eu une pensée, moi, je vais gagner. Et je pense que je ne suis pas partie chercher ça. Et l'année d'après, ce syndrome, il est venu. Et je m'en suis rendu compte, en fait, au final, bien après, quand on voit la lecture. Et je ne suis pas partie chercher la médaille mondiale que je pourrais mériter, parce que là, c'est incroyable, quoi, avec 20 ans, les pompiers, enfin, voilà, rien qui est dans ChatGPT, si je le mets, il ne comprend pas. D'ailleurs, une fois, je me suis invitée, il m'a mis 0,1% de réussite en me mettant ma carrière, il n'y avait rien de normal. Et là, en fait, moi, en finale,
Et je pense que c'est aussi ça, c'est réussir de tomber, alors 2 années de suite, pied du podium, et de comment, alors c'est vrai qu'on a des postes un peu de dépression, on n'est pas bien, mais comment en fait réussir à, je pense que moi, sincèrement, j'ai réussi à voir le parcours. Et en fait, mon parcours, je vois qu'en fait, il vaut peut-être une médaille d'or, quoi, en fait. Il est juste incroyable, il est aussi riche, et j'ai essayé de me nourrir de cette force qui m'a à chaque fois fait que je me suis relevée. Comme prendre une décision exceptionnelle de quitter les pompiers, quitter tout, un salaire, et partir au Maroc. Et là, j'étais même pas dans la liste des meilleurs mondiaux, en fait. J'étais peut-être 300e, je commençais, en fait. Et là, je me retrouve dans le top 5 mondial en gagnant des grands prix Grand Chelem. Et donc, avec ce parcours-là, j'ai essayé de me nourrir et de trouver cet ancrage de qu'est-ce qui m'a fait que, en fait, en finale, c'est juste le rêve. Rêver, en fait. Je sais que j'étais happée par un rêve et tout le reste, en fait, c'était même pas un sacrifice, ça faisait partie du rêve, en fait. Et donc, j'arrivais à accepter tout ce qui... comme un espèce de package, aussi difficile qu'il soit, en fait. Complètement. Et justement, tu l'évoques, comment on fait pour se relever d'une défaite? Alors, comment on fait pour se relever d'une défaite? Je pense sincèrement qu'il faut qu'elle soit... Alors, pour ma part, ma vision à moi, c'est avoir la lecture de la défaite. C'est tellement important. Et j'ai réussi à pas m'identifier à ce que je faisais. Parce que par moments, j'avais plus ma médaille. Ma médaille, elle est là. On finit, on l'enlève. Mais dès lors, la médaille, elle est plus là. Notre valeur, elle est plus là. C'est-à-dire que ma médaille et ma valeur, c'est la même chose. Et je me suis rendu compte, mais non, en fait, moi c'est moi. Et ça, je l'ai vu aussi avec des amis d'enfance qui me demandaient même pas du judo, qui m'aimaient pour ce que j'étais. Et puis, ma famille, en fait, je reste moi, Asma, en fait, sans être... Il y a des gens qui nous font certains rappels, des rencontres, des magnifiques rencontres comme ça. Et puis, finalement, je ne serai jamais ma médaille, au final. Par contre, c'est une récompense qui est puissante, qui peut nous propulser, mais je ne serai jamais une médaille olympique. Ma valeur, elle vaut beaucoup plus que ça. Mon humanité et tout ce que je suis. Et je pense que ça, quand je l'avais saisi, j'ai réussi à switcher et puis réussir à regagner et me concrétiser encore mieux. Je pense que l'athlète qui reste sur son être et que c'est la même chose de ce qu'il gagne, de ce qu'il est, c'est pour ça que beaucoup d'athlètes de haut niveau font des grandes dépressions après leur carrière. 75% des athlètes après leur carrière finissent 5 à 10 ans sédentaires après leur carrière. Et pourtant, ils sont des grands sportifs. Parce qu'en fait, ils ont... 3 sur 4. Ouais, c'est incroyable. Ou prise de poids, ou des interdictions à prendre pour compenser ça. Parce qu'ils ont un rejet, comme si quelque chose de précieux est parti. Mais en réalité, moi, je repars au judo. Le judo sera toujours là. Peut-être que, de mon âge, de comment j'ai choisi ma vie, je ne vais plus être la meilleure mondiale dans le judo. Mais ce sport, il est toujours là. Je vais peut-être être ailleurs, ma mission de vie, elle sera ailleurs, mais dans la transmission, dans beaucoup de choses comme ça, mais le judo, il est là. Donc, quand je mets mon kimono, je continue à aller au judo, encore, 1 fois, 2 fois par semaine, il est là, il n'est pas parti. Souvent, cette croyance que notre sport est part, le foot part, la gym part, et donc, en fait, on ne se sent plus rien parce qu'on s'est tellement identifié à ça. Et c'est là, en fait, où moi, j'accompagne l'athlète là-dessus, parce que c'est terrible, cette identification, c'est comme une dépersonnalisation, on n'est plus rien, en fait. Et on se sent plus utile. Et puis, un être humain, s'il se sent plus utile, ils ont le rejet qui le rapproche de la mort. Donc, ça plonge. Donc, réussir à se sentir utile, et comment je peux être utile? Qu'est-ce que je peux faire maintenant? Donc, moi, je pense que j'ai switché tout de suite en disant ma valeur, c'est pas ce que je fais, en fait. C'est hyper intéressant ce que tu évoques, parce que si je fais un parallèle avec l'entrepreneuriat, imaginons que tu crées une boîte, elle cartonne, elle fait des millions, des dizaines de millions, tu as des collaborateurs, tu brilles, tout le monde te dit que c'est magnifique. Et malheureusement, il y a un contexte qui fait que ta boîte, elle crache. Du coup, tu n'as plus cette aura que tu représentais. Et là aussi, il y a des entrepreneurs qui, effectivement, vont se retrouver dans une situation où leur boîte, c'était eux, ils ne sont plus assez et ils n'osent plus forcément avancer, se lancer. Et parfois, malheureusement, ils ne vont jamais réussir à réitérer. Comment faire, du coup, si, comme tu l'as évoqué ici avec les sportifs, tu sais que tu as du potentiel parce que tu l'as déjà fait, tu as envie de te réinventer dans quelque chose d'autre, tu as envie de réitérer. Donc là, on va au-delà de juste une défaite. On parlerait presque
d'une fin de carrière ou d'un grand échec, parce que parfois on peut être à un pas du rêve pour lequel on a travaillé pendant 4 ans ou pendant 20 ans potentiellement. Et ça peut mettre un gros coup au moral, un très gros coup au moral. Est-ce qu'il y a des choses que toi tu as mis en place ou que tu communiques aux gens que tu accompagnes aujourd'hui pour outrepasser ces éléments? Alors, j'accompagne des entrepreneurs et c'est vrai que pendant la période du Covid, il y a eu beaucoup de crash d'entrepreneurs, de chefs d'entreprise. Donc, là, on est plein dedans. Donc là, c'est un énorme événement extérieur donc, qu'on ne peut pas contrôler qui vient. Et il y a eu beaucoup de dépression. Donc, c'est vrai que ça on a beaucoup plus parlé de l'impact, mais sur les années jusqu'à aujourd'hui, l'impact de post-Covid et de dépression qu'il y a eu. Et souvent, le lien commun, vraiment le lien de tous ces entrepreneurs, c'est souvent cette identification. J'ai plus ça, je ne suis plus ça. Voilà, c'est vraiment ça. J'ai plus ma boîte, j'ai tout perdu. Voilà, je suis plus rien. Et donc, le travail, il est vraiment travailler vraiment sur leur identité. Vraiment sur leur identité, et dès lors que vraiment, c'est exactement comme l'athlète, hein. Encore la même chose, hein, que ça soit des artistes, que ça soit des chanteurs, peu importe, c'est toujours la même histoire humaine. C'est réussir, tout est à l'intérieur et à l'extérieur, donc revenir à soi et comment en fait travailler vraiment intrinsèquement, retravailler sur ses valeurs, qui nous sommes, et pour après pouvoir reproduire quelque chose. Le monde des affaires à haut niveau, comme le monde du sport à haut niveau, il est parfois impitoyable. Est-ce que parfois tu as vécu des coups bas ou de l'injustice? Et si oui, comment tu y fais face? Oui, alors nous, au judo, c'est vrai que c'est en lien peut-être avec l'arbitrage. C'est vrai qu'on dit on ne discute pas avec l'arbitrage, surtout que nous, c'est pas comme le foot, c'est très strict. C'est un martial, c'est le judo japonais, donc les règles sont strictes, même si on ne doit pas trop montrer nos émotions de colère. Des fois, il y a des injustices parce que du moment qu'il y a un jugement humain, ça peut arriver. Maintenant, c'est vrai que face aux injustices, le sentiment d'injustice, c'est quelque chose il nous met, comme tout à l'heure, je l'ai expliqué, sur quelque chose de rejet. Pourquoi moi? Et donc, ça nous met un peu dans une espèce de bulle. On m'a rejeté d'une règle ou quelque chose. Et c'est vrai que c'est quelque chose que moi, j'ai vécu personnellement. Ou que ça soit un litige avec une fédération, ou peu importe, ou certaines choses comme ça. Et toujours pareil, moi je sais que c'est quelque chose que j'ai énormément travaillé par la suite, parce que j'avais un peu ce stress de me sentir, si je montais sur le tapis, je pourrais encore subir de l'injustice. Comme un entrepreneur, il est là, il a subi quelque chose, un litige, puis là il n'ose plus parce qu'il se dit, ça va se passer. Donc c'est-à-dire qu'on visualise que ça va encore mal se passer. C'est puissant. C'est-à-dire que vraiment, on le verbalise. Non, mais de toute façon, même dans notre verbal, en pensée, je visualise que je pense qu'il va m'arriver ça. On ne fait pas attention à ce qu'on dit. On projette déjà le problème. On projette. Et moi, ça m'est déjà arrivé, je me suis projetée, et c'est arrivé encore à une autre injustice. Donc, comme si je le faisais l'appel. Donc, c'est ça qu'en fait, il faut peut-être couper et changer son dialogue et reprendre confiance que des fois, des éléments, ils ne sont pas là. Et puis, des fois, on est même acteur de cette injustice. C'est quoi les aspects du sport de haut niveau dont personne ne parle, mais qui ont un impact énorme sur la carrière des athlètes? L'impact du sportif. Ouais. Alors, quelques aspects, ça pourrait être la préparation Je pense que la régénération. La force première d'un athlète, c'est les athlètes, les blessures. On est des fois le corps meurtri. Alors des fois, si on est là, tout le monde voit, mais on ne voit pas derrière. Les bobos, les choses comme ça, les chutes, les tapis, on fait que chuter, on tombe. Alors, je ne sais pas combien de statistiques, de nombre de fois qu'on perd pour gagner en réalité d'un athlète. Statistiquement, combien de fois de chutes, ça perd et ça, on repère. Et puis la résilience, cette régénération, je pense que c'est l'aspect numéro 1. Et je pense que les chefs d'entreprise ou les entrepreneurs, dès lors qu'ils savent que je suis une athlète, il y a quelque chose qui se met parce qu'ils le savent, ça. Ça te force de se remettre debout rapidement et de switcher et d'accepter, dans l'acceptation de l'échec. Comme si on avait signé pour ça. Alors même si ça fait mal, hein, parce qu'à chaque fois il faut repartir, mais ça fait partie du package. Là, j'ouvre une boîte, il faut que ça passe. Alors bien sûr qu'on a focus que
faut qu'il y ait une victoire, il faut qu'on gagne, il faut que ça marche, il faut qu'on soit prospère, qu'on fasse de l'argent, c'est OK. Mais de mettre ce risque que ça fait partie, en fait, il est là, ça fait partie aussi. Parce qu'on a signé pour ça. Dès lors qu'on a ouvert une boîte, on a signé pour ça. Comme là, à Kintsugi People, eh ben, à partir de là, en fait, on n'a plus peur. Et donc, quand il y a des peurs, il y a des actions qui sont menées avec cette peur. Quand il y a trop de peur, et on n'accepte pas cette peur, nos actions, de comment on gère notre quotidien dans cette boîte, il va y avoir des boulettes, trop souvent. Et donc, dès lors qu'on se défait de cette peur, il y a une espèce d'audace. L'audace, c'est pas n'importe quoi. L'audace, c'est je suis bien préparé, je suis bien outillé et j'y vais. C'est pas juste je fais n'importe quoi. Et donc, à partir de là, on est vertical et let's go. Il n'y a plus de peur. Il faut accepter cette part d'échec qui fait partie du jeu. Et personne n'en veut, en fait. Mais c'est là. C'est là. C'est là où tout joue. C'est là toujours. Et c'est OK. Et des fois, c'est grâce à ça. Moi, je sais qu'il y a tellement de défaites qui m'ont réveillé et secoué, quoi. Ouais. Et c'est vrai qu'on n'a pas, la culture, je pense que les anglo-saxons, des fois, moi j'ai beaucoup appris des anglais, hein. Je sais que j'avais une concurrente anglaise, je pouvais la battre, j'étais sa bête noire, c'était ma bête noire, on a 3-3, on a fini à 3-3, 3 défaites, 3... Et puis elle, à chaque fois, je mettais un pion, et puis elle souriait à la fin, on discutait, on buvait un verre après, pour elle, elle faisait jamais... Et puis, alors, je lui dis, mais tu boudes jamais quand tu perds, toi, t'es pas bien. Moi, j'étais là, je boudais dans la chambre. Elle, tout de suite, ça switchait. Il y a un mindset, médaille olympique. Hein. C'est tout de suite, elle sait que ça fait partie du truc. Elle l'accepte. C'est dans leur culture, on leur apprend ça. Donc, grâce à ça, peut-être qu'elle va faire sa médaille. Et je trouve ça, moi, je me suis toujours inspirée. J'aimais bien discuter avec ces gens. Et c'est ça l'inspiration. J'essayais vraiment d'apprendre un peu d'eux, de comment ils switchent très vite, quoi. Pour revenir à ton propos, donc j'en conclus que le repos fait partie de la performance. Comment on fait pour accepter le repos quand justement on veut tout le temps aller chercher de la performance? Parce que l'entrepreneur, mais aussi j'imagine le sportif, il tire sur la corde, il se dit que allez, une répétition de plus, un entraînement de plus, on y va encore plus, ça fait mal mais c'est pas grave, ça fait partie du processus, ou une défaite mais on se rapproche d'une victoire. Comment on sait qu'à un moment donné, il faut arrêter de tirer sur la corde, il faut se reposer, il faut se remettre en question pour trouver le bon équilibre, permettre de se régénérer suffisamment pour pouvoir avancer derrière? Il y a un mot que j'entends avec ça, et je sais que moi je l'ai vécu. J'étais vraiment dans ça, j'étais happée moi tout le temps, plus. Et je faisais pas attention à ça durant ma carrière à certains moments. Et je reste humaine. Et donc, en fait, dans le mot humus, c'est humilité. Des fois, notre ego, et c'est là où ça pète. Des fois, l'ego, non, j'y vais, non. Et puis, dès lors, en fait, on est là, un peu d'humilité, là. Je suis humain, en fait. L'humilité, c'est juste ça. Je reviens, je suis humaine. Voilà, je suis pas un surhumain, je suis humaine. OK, je fais des choses extraordinaires, mais je reste humaine. Et à partir dès lors que je capte ça, je reviens à moi un petit peu, hop, je reste plus lucide, là, je lève le pied, et puis il y a une méthodologie. Hein. De toute façon, s'il n'y a pas de... Un truc tout simple. Pour faire du muscle, c'est simple. On pète nos muscles. Il faut du repos pour qu'il... S'il n'y a pas de repos, ils ne se reconstruisent pas. Notre corps nous parle, déjà. Pour faire du muscle, il faut qu'il ait du repos pour que... Voilà. Et donc, déjà, à partir de là, la nature nous parle, et donc tous les jours. Et notre corps aussi. Donc, à partir de là, voilà, je relâche et je repars. Et donc, je pense que j'ai beaucoup appris à respirer. Parce que j'en parle beaucoup dans mon livre, et je pense que respirer, c'est relâcher un petit peu, savoir respirer au bon moment. Et donc c'est ça aussi qui me fait que je me régénère. La régénération fait partie aussi de ça, du mouvement, mais comment arrêter le mouvement à un moment donné pour reprendre son souffle et repartir. Et ça, c'est super important. Tu parlais tout à l'heure de la peur et du fait de savoir se détacher de la peur. J'imagine que tu as déjà eu peur plein de fois avant de... faire un combat, avant de jouer une grande compétition, avant de... Plein d'exemples, j'imagine. Comment on fait pour se détacher de la peur? Alors la peur, c'est avec un grand P, c'est un peu il y a deux extrémités comme ça, et je sais que jusqu'à aujourd'hui, on est challengé jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à mon dernier souffle, je pense que je serai challengé avec cette notion de peur, parce que les peurs, elles peuvent se transformer de plusieurs façons. Mais je sais que l'inverse de la peur, en toute la philosophie, psychologie, c'est l'amour avec un grand A. Et
de m'aimer fort, en fait, de trouver beaucoup de cette connexion avec moi, du full of love. Moi, j'appelle souvent ça du full of love. Et en fait, je vais donner un exemple super simple. J'ai été challengée il n'y a pas si longtemps sur un événement voilà, de travail, très challengée. Et j'ai commencé à avoir peur. Voilà. Peur qui était venue un peu me titiller. Donc, toujours la petite question, sur quoi tu te mens? C'est quoi ta petite peur, là, encore? Et puis, en fait, nourrir cette peur avec beaucoup de full of love. Et en fait, finalement, comme la plante, je m'arrose, en fait. Et puis, dès que je suis dans ça, réellement, la peur, elle s'estompe pour aller accepter. Et j'avance. Je suis encore dans mon couloir. Et là, je vois que ça monte encore plus. Et moi, c'est vraiment ma solution qui marche vraiment sur moi. Et les gens que j'accompagne également, c'est comment réussir à s'arroser vraiment, réellement, et de s'apporter ce full of love pour accepter sa peur, parce que sa peur, ça fait partie de ça. Comment, voilà, être dans de l'acceptation de sa peur et de comment la transformer. Quand tu as lancé ta première boîte, est-ce que tu as eu peur? Pas vraiment peur, c'était pas peur, c'était un petit peu, j'étais un peu challengée. Okay. Est-ce que, c'est vrai que mon ikigai, alors ikigai c'est un mot japonais qui dit raison d'être et gagner de l'argent avec ça. Alors mon ikigai, je l'ai trouvé chez les pompiers. C'est très paradoxal, parce que moi je pensais aussi au jeu, mais j'étais derrière les camions et moi j'aimais bien discuter avec les victimes. Et je pouvais écouter, même les collègues, la psy, va derrière, on va pas conduire, c'est bien, tant mieux, reste derrière. Et donc je restais derrière et moi j'aimais ça, pleinement, écouter. Et c'est vrai qu'on fait pas que du feu, hein. On fait beaucoup de social, on fait beaucoup. Alors moi j'étais dans le 6e arrondissement, il y a une autre forme de douleur là-bas, de solitude. Donc moi je discutais beaucoup avec les victimes et je trouvais que j'aimais bien faire ça. Je me suis dit, la psychologie, j'aime beaucoup. J'ai envie d'aller là-dedans. Donc voilà, j'ai repris des études, j'ai fait des facultés psychologie, psychanalyse, j'ai un DU en prépa mentale. Et le potentiel humain, qu'est-ce qui fait que un être humain, d'où il vient, peu importe d'où, ce qu'il a vécu, comment il peut réussir vraiment, réellement? Qu'est-ce qui le bloque? Et donc je pense que c'est cet univers-là qui m'a fait que pleinement je me suis sentie à ma place, là. Par contre, on est challengé dans cette place-là. Dès lors qu'on accompagne, en fait, il faut réussir parce qu'on est beaucoup des messages, tu m'as sauvé la vie, c'est bien, machin. Donc l'ego, il peut prendre un coup et on peut ne plus savoir. Donc comment réussir à être un canal? Non, je suis un canal de transmission et que la personne, c'est elle qui avance. Je suis là que pour l'accompagner. Des fois, par moment, on peut se perdre. Et qu'on est dans l'accompagnement et des fois, on aide les gens à avancer. Réussir à rester toujours à sa place. Donc, je continue toujours à travailler sur moi, c'est super important dans l'accompagnement. Et ça, c'est tous les thérapeutes voilà, bienveillants et psy, ça, ils le savent. Donc, moi, je sais que vraiment, je suis dans mon ikigai. J'aime vraiment ce que je fais. Il y a une grande influence du Japon chez toi. Oui, forcément, il y a le judo. Et c'est vrai que le judo, moi, c'est incroyable, ce sport, en réalité. Parce que j'ai l'impression que c'est l'appel est venu à moi. Cette résilience, j'en avais besoin. Et la première chose, c'était chute. Avant même de savoir, elle m'a dit, si tu sais pas chuter, tu sais pas tomber, tu sais pas te relever, tu feras pas judo. Waouh, quelle claque. Il faut que je sache chuter bien comme il faut et que je sache me relever avant de faire ce sport. L'art de la résilience par puissance. Donc ça a été aussi ma thérapie. Le judo a réussi à me mettre debout et chuter encore et debout. Et donc en fait, cette transition, et puis le Japon, voilà, c'est un pays que j'affectionne. Chaque pays a sa coexistence, des choses bien, pas bien, mais en tout cas, moi, j'ai appris tout cet univers-là qui m'a un peu fait grandir, en fait. C'est vrai, j'ai fait du judo quand j'étais petit. Et je me souviens des premiers cours où, pendant plusieurs semaines, tu apprends juste à chuter, taper le bras, tomber, chuter, remonter, tomber. Et finalement, ça t'apprend à chuter pour pouvoir mieux te relever aussi, et puis pouvoir après continuer à avancer. Je trouve que c'est une notion philosophique extrêmement importante dans l'entrepreneuriat. Dans quelle mesure, finalement, toutes les leçons que tu as apprises dans le sport, aujourd'hui, tu les appliques à tes projets entrepreneuriaux? J'ai l'impression que je n'ai pas changé de vie. C'est vrai qu'on me dit, bon, tu es en fin de carrière. Alors, c'est vrai que moi, j'aime le mouvement et j'ai arrêté. En fait, ma dernière compète, elle était à 41 ans. Et au final...
j'ai l'impression que ma routine, elle est toujours pareille. Je vais toujours m'entraîner, je me lève. Mes petites routines alimentaires. C'est-à-dire que de toute ma carrière, j'ai l'impression que j'ai ramassé, j'ai appris des choses que je me suis dit, bah, c'est ça le trésor. Si je le laissais de côté, comme il y a certains athlètes qui le laissent, mais j'ai l'impression que ce que j'ai étudié, il faut que je l'utilise maintenant dans ma vie, quoi. C'est-à-dire que bien manger, je l'ai appris à le faire, à bien dormir, c'est des outils puissants. Donc j'ai continué en fait dans cette dynamique. Et puis j'ai l'impression que ça va de soi en fait. La discipline, ça m'aide dans mon entrepreneuriat. Certaines choses que j'ai senties, comme on parlait du syndrome de l'imposteur, maintenant c'est quelque chose. Une petite anecdote très rapide. Je suis conférencière. Et depuis un moment maintenant. Et un jour, j'étais très challengée parce que je passais derrière une salle pleine de 500 personnes et je passais derrière un très grand conférencier, très très grand. Et c'était moi la dernière. Ils m'ont mis là, derrière lui. Donc je sais qu'il il a au moins 30 ans d'expérience là-dedans. En plus, moi, j'aimais beaucoup, je me suis beaucoup inspirée de lui. Moi, je passe derrière. J'étais dans la chambre la veille et je commençais à voir les petits parasites, les petites pensées là. Et je pense sincèrement que ça m'a renvoyé à ma carrière. Mais de demi-finale. J'ai dit non, il n'y a pas de syndrome de l'imposteur là. Demain, tu vas sublimer la salle, tu vas leur apporter cette transmission, tu vas être en synergie avec ton public. Et je pense ça m'avait aidé. Et j'étais contente d'avoir fait 5. Parce que ça m'a aidé à être... Peut-être que je gagnais, j'aurais pas eu cet outil. Je savais ce que j'avais vécu, cette douleur de pas aller chercher ma médaille là-bas. Parce que j'ai eu ce syndrome que là, maintenant, vas-y. Et j'ai fait une conférence, c'était incroyable, j'étais tellement contente, en fait. Et c'est ça. Et je pense que chaque fois que dans mon métier, que je suis challengée, je me nourris un peu de cette carrière, parce qu'elle est tellement incroyable, quoi. 72 pays, de choses différentes que j'ai vécues. Et puis là, justement, c'est ce transfert. Comment réussir? Je pense que c'est ça aussi, les athlètes smart. C'est leur carrière, c'est OK, mais comment fructifier leur médaille? Comment fructifier ce qu'ils ont appris? C'est quoi ce switch? Qu'est-ce qu'on fait après? Quelle est cette transmission? Et dans les entrepreneurs, c'est pareil, en fait, au final. Comment rebondir? Comment apprendre de cette boîte qui a fermé? De l'argent qu'on a mis, on a investi les investisseurs. J'ai quelqu'un qui a investi beaucoup d'argent, qui n'était pas bien. Il y a beaucoup d'argent qui peut être en jeu et on se sent, OK, il y a un moment, on a le droit, parce que voilà, c'est dur. Mais avec cette expérience aussi dure, comment je peux réussir à derrière rebondir? Qu'est-ce que je peux prendre de là-dedans? S'il n'y a pas ça, c'est que ça va servir à rien, il faut qu'on l'utilise. C'est pas juste j'ai perdu de l'argent. OK, j'ai perdu de l'argent, et t'inquiète pas, toi là, tu vas m'en faire de l'argent. Donc je vais utiliser tout cet émotionnel de ce que j'ai vécu là pour en refaire plus. Et je pense que les grands entrepreneurs ou les investisseurs, ceux qui ont réussi, ça, ils le comprennent très très bien, ils l'ont vécu dans leur chair. Donc c'est OK, quoi. Se nourrir de chaque expérience, bonne ou mauvaise. Ouais, package. Je rebondis sur ce moment où tu vas sur scène après ce grand conférencier et tu as tous les yeux rivés sur toi. Finalement, tu as une certaine pression aussi, tu te mets une certaine pression personnellement. Et je fais un parallèle avec ta carrière où j'imagine de nombreuses fois, lorsque tu avais un grand combat, un grand moment qui jouait, comment tu as géré la pression où tous les yeux sont rivés sur toi, les gens veulent que tu gagnes. Est-ce que tu t'es mis dans ta bulle et il n'y a que toi face à ton adversaire ou est-ce qu'il y a autre chose que tu as mis en place pour pouvoir n'être que performante à un instant T? Alors, il y a mon tempérament déjà de base, mais moi, je suis quelqu'un déjà qui aime beaucoup les gens. J'aime vraiment l'humain. C'est quelque chose qui m'aide au quotidien et j'avais envie de partager. J'aime tellement partager, transmettre. Et puis, je pense qu'il n'y a rien de cérébral à ce moment-là. C'est respire. C'est-à-dire que c'est hormonal. Tu as le taux de cortisol qui vient, tu vas le faire descendre. Ton cœur, il ne faut pas qu'il bat pour ne pas perdre ta lucidité de ce que tu vas raconter. Donc, à un moment donné, tu vois, c'est flow. Tu déconnectes. Flow. À un moment, je fais toujours la même routine. Je me mets quelque part. Respire Wim Hof, forcément. Mes petites respires, mes petites rétentions. La cortisol, le cœur, il bat. Donc, il n'y a plus... Voilà, je suis dans le moment présent, ici, maintenant, ce moment. Et là, on part sur scène. Et j'ai arrêté des fois, on rend les choses cérébrales. Hein, est-ce que j'ai dit ça? Calme-toi. Non, je ne me parle pas. Je reste un peu dans le mouvement où je respire. J'essaie vraiment au maximum d'être ici, maintenant, ce moment et de prendre l'énergie de ce qui se passe en face de moi. Et voilà. Et là, je suis
vraiment avec les gens, quoi. C'est un moment de partage. C'est les conférences, donc je ne suis pas focus, c'est avec tout le monde, en fait. Il y a une espèce d'énergie. En tout cas, ça ne se passe pas au niveau cérébral, ma préparation. Elle est vraiment très... voilà, respire. Tu évoques Wim Hof. Il a mis quelques mots, d'ailleurs, sur ton 4e de couverture. Wim Hof, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est quelqu'un de très connu dans le dépassement de soi, qui a des méthodes de respiration pour pronostiquer que ça. On le voit notamment marcher dans les tempêtes de neige, faire des stages pour t'apprendre à maîtriser ton mental aussi dans le froid et pas que. Dans quelle mesure Wim Hof t'a impacté dans ta carrière et dans ta vie? Ouais, il m'a transformé un peu, c'est vraiment sur beaucoup de points. C'est dans le sens où je ne savais pas respirer en réalité, même durant ma carrière. Je ne savais pas vraiment, on ne nous apprend pas à respirer. Vraiment. Et après, il y a aussi le lien avec l'eau froide, parce que c'est un outil de stress. Quand on prend une douche froide, et donc au final, c'est un stress. Ça veut dire que face au stress, moi, je suffoque. Ah, c'est intéressant. Le froid qui est très stressant au corps, et moi, j'arrive, et puis je commence à suffoquer parce que je ne sais pas respirer. C'est-à-dire que le parallèle, s'il y a un stress qui vient, moi, je vais aussi suffoquer et je ne saurais pas respirer. Donc, j'ai trouvé ça intéressant. Donc, immersion dans le froid pendant des années et des années, des bains glacés. Et puis, j'ai appris à respirer, vraiment respirer. Je lisais son livre. J'ai rencontré aussi des instructeurs en France. Et puis, j'ai beaucoup regardé un peu son histoire de quelqu'un qui a été vraiment brisé. C'est un kintsugi, en puissance, brisé de partout. Son histoire de vie, elle est très dure. Et puis, il a réussi à battre des records, pas pour dire je suis le meilleur, pour dire que l'être humain, il est non limite. Et donc, c'est ça qui m'intéressait le plus, en fait. Il a battu je ne sais pas combien de records. Et j'ai essayé de creuser cette méthode. Donc, je vois beaucoup de scientifiques ou de médecins qui s'intéressent à l'univers de sa méthode. Et puis, au culot, en fait, grâce à quelqu'un qui nous a mis, Lilou Massé, qui nous a mis en lien. Et puis là, voilà, je lui envoie un mail. Et puis, il était très, très heureux de lire mon livre. Alors, il lit bien le français. Et puis, j'ai réussi à le rencontrer. Et puis, voilà, la connexion s'est faite tout de suite. Et puis, voilà, il a écrit le livre. Et puis, voilà, sa méthode, maintenant, ça fait peut-être plus de 5 ans que je m'immerge je prends mes douches froides tous les matins. C'est intéressant, tu dis, on ne nous a pas appris à respirer. Tu peux nous en dire plus à ce sujet? Moi, je mettrais ça obligatoirement à l'école. On apprend, il y a des pays qui font ça, en Finlande, des pays un peu nordiques qui font des cours de respiration. En fait, on ne nous apprend pas toutes les gestions d'émotions, de stress, les compétences émotionnelles. Alors, c'est vrai qu'il y a des matières qui sont très importantes. Je pense que celles qui nous aideront vraiment dans la vie, c'est avoir des compétences émotionnelles. Parce qu'au final, c'est que ça. Gérer sa vie, c'est que les compétences. Et voilà, c'est l'intelligence humaine, comment s'adapter à son environnement. Je pense que c'est ça, l'intelligence. Et donc, c'est vrai que c'est des outils qu'on ne nous a jamais appris. Au final, après, les parents, ils font comme ils peuvent, mais ce n'est pas quelque chose qui était enseigné. Et respirer, étymologie vient de spiral. Et l'origine du spiral veut dire spirituel. Donc, il y a quelque chose, en fait, de la première chose que l'enfant fait dès lors qu'il vient au monde, c'est il respire. Et puis, quand on part, on expire. Mais entre des fois, on suffoque. On n'est pas vraiment... Donc, une personne sur 5 comme dans le monde, ou même peut-être plus, moins, qui ne sait pas respirer, en fait. Donc, la bonne respiration ventrale, thoracique, est juste régulée, en fait. Et aujourd'hui, les maladies viennent beaucoup de la cortisol. Donc, des fois même, on est un peu fâché, on n'est pas bien, on va bouder, on n'est pas bien, on coupe. On se dispute avec quelqu'un, vous verrez 2 personnes qui se disputent, ils ne respirent plus. Il n'y a plus d'air nulle part quand on n'est pas lucide. Et donc, en fait, apprendre à respirer, ça va générer, en fait, tout l'univers de l'émotionnel, parce que respiration dit aussi émotion. Et donc, émotion, hormone. Et donc, on descend un peu de la cortisol. Il n'y a pas de lion qui va nous manger. L'hormone du stress. Voilà, l'hormone du stress. Et puis, même pour dormir. Dormir, on veut être allongé, cogiter, le cœur qui bat, le cortisol qui monte. Et puis, en même temps, le corps, il fait que nous protéger. Et lui, il se dit, il y a quelqu'un qui va le manger. Ou il y a une proie, il est pas bien, il est en danger. Donc, le corps, il protège, il met de la cortisol. Pour pas, il est tellement bien fait. Donc, la mélatonine, cortisol haute, mélatonine, elle est bas, elle peut pas venir. Et donc, dès qu'on commence à respirer, sans prendre forcément de médicaments ou quoi, on respire, la cortisol descend, la mélatonine monte, le corps, il dit, il est OK, elle est OK.
je peux la mettre en vulnérabilité. Parce que dormir, c'est là où on est le plus proche de la mort. On est à 30, 40. On est très bas en pulsation. On ne peut pas être la même pulsation comme là, je suis avec toi. Mais donc, on est dans une phase de vulnérabilité. Pour qu'il soit en vulnérabilité, le corps, il ne faut pas qu'il y ait trop de cortisol. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes de sommeil, parce que là-haut, ça cogite beaucoup. Donc, voilà, tout cet univers-là, qu'on nous l'apprenne au collège, aux enfants, des petits, qu'on leur dit, voilà, pourquoi ça cogite. Et des matières comme ça qu'on ne nous enseigne pas forcément. Bon, moi, j'essaye vraiment de le faire aujourd'hui aussi à travers mon association sur des personnes qui sont un peu en difficulté de se faire accompagner. Mais en tout cas, voilà, c'est des sujets qui me passionnent, la neuroscience, voilà. Tout cet univers, je suis très, très curieuse, encore disciplinée, apprendre, disciple. Et ce qui est intéressant, c'est que tu dis que tu ne le savais pas même pendant ta carrière. Ces sujets-là, justement, neurosciences que tu évoques, ils t'ont passionné aussi pendant cette carrière ou après coup? Ah non, toujours. Toujours. Ouais. Alors, il faut savoir que moi, je suis une athlète un peu, on va dire, j'ai géré ma carrière comme une entrepreneur. Sachant que j'étais au Maroc, continent africain, je n'avais pas un peu les mêmes privilèges qu'en France. Dans le sens, moi, ça m'est déjà arrivé, une petite anecdote. J'ai fait Abu Dhabi, Chine, Corée, Japon. Je n'avais ni coach, je l'avais mis un peu dans mon livre, dans le chapitre Audace. Il y avait juste mon président, il m'a dit, est-ce que tu es capable de partir toute seule? Je suis OK. Donc, j'étais avec mon sac, ni kiné, ni personne, toute seule. Voilà. Je pars Dora l'exploratrice qui part en compétition. Donc, voilà. J'étais un peu connue dans le circuit d'être un peu isolée. Maintenant, ça a un petit peu changé, mais à l'époque, pas du tout. Et donc, je fais pied du podium à Abu Dhabi. Chine, je fais 2. Et j'avais pas d'argent, assez d'argent pour payer la Corée. Donc, avec l'argent de la Chine, que je fais 2, je paye la Corée. Et de la Corée, sur le podium, je payais le Japon. Donc, en fait, c'était juste incroyable, cette compétition-là. C'est-à-dire que cette tournée de 1 mois et demi, sans kiné, sans personne, donc kiné, il faut bien, ou je téléphonais à un kiné, ou il me faisait une vidéo, un tuto, donc je partais sur YouTube, savoir comment on faisait des straps, je pouvais très très bien... donc j'étais un peu... voilà, c'était apprentissage à 100% de comment réussir, donc j'apprenais. Et en fait, c'est magique, parce qu'en fait, j'ai appris plein de choses. Le fait que je sois isolée, je pense que j'ai eu l'intelligence de ne pas dire « j'ai pas », parce que si j'étais là-dedans, comme certains athlètes peuvent, c'est fini. Je ne vais pas jusqu'au bout, je ne fais pas cette carrière. C'est-à-dire que, qu'est-ce que je peux contrôler là tout de suite? Je savais que je pouvais contrôler 3 choses à 100%. C'était quoi? Le sommeil. C'est-à-dire qu'il fallait que je sois une pointure. Donc j'ai acheté à mes maisons, mon appart, il a une grande bibliothèque tout classée, donc j'avais des livres sur le sommeil, j'en ai au moins une dizaine. Il fallait que je chasse tout. Le moindre millimètre près, comment bien dormir. Ah ouais, Nadal, il dort comme ça. Ah, son livre sur le sommeil, Cristiano Ronaldo. Je prenais en plus des athlètes un peu âgés, un peu similaires à moi. Comment ils font pour avoir la longévité? J'ai compris que c'était leur à côté. Donc je lisais. Ok, le sommeil, c'est moi, je contrôle, personne ne me disait rien. Il faut que je dorme bien. L'alimentation, personne ne va me dire mange chez ou pas si tu vas au fast-food. Donc j'ai acheté des bouquins sur la nutrition. Je commence à être une dingue de la nutrition. Et puis l'entraînement, forcément. C'est quoi les meilleurs coachs? C'est quoi les meilleures méthodes? C'est quoi la nouveauté? Qu'est-ce qu'ils font les Australiens? Qu'est-ce qu'ils font les Américains? Et donc, la prophylaxie, alors ça, c'est quelque chose que j'ai appris très tôt, comment prévenir les blessures. Donc, prophylaxie, c'est ça, c'est comment réussir pour progresser sur un tapis, il ne faut pas que je sois blessé. Donc, si je suis blessé, je ne peux pas progresser et je ne peux pas aller dans mon but. Donc, moi, je n'étais pas focus des fois sur la performance, j'étais plutôt focus de ne pas me blesser et de faire tout pour que mon corps tienne à l'entraînement. Donc, je faisais tout pour ne pas me faire le croiser. Donc, j'étais une athlète, je suis là d'ailleurs dans le circuit la plus vieille à avoir mis une médaille à cet âge-là. J'étais la plus vieille à Rio et à Tokyo, dans ma catégorie. Et tout le monde me demande, mais je pense que c'était ça. J'essayais de éviter au maximum les blessures. Comme la petite métaphore, si, admettons, il y a l'autoroute, et je m'amusais à traverser sur l'autoroute, j'ai 90% de me blesser. Donc, si je ne faisais pas ça, j'avais 90%. C'est des probabilités. Si je traversais sur piéton, j'ai 10%, 5% de blessés. Donc j'ai compris que c'était des probabilités. Donc en fait, je ne me disais pas que je n'allais pas me blesser, mais je sais que j'augmentais ma probabilité de ne pas me blesser. C'est ce qui me donnait confiance. Et donc, du coup, je me blessais rarement, en fait. Et dans l'entrepreneuriat, c'est un petit peu ça. C'est comment réussir. Je ne suis pas en train de dire qu'elle va prendre prospère à la boîte, mais comment, niveau probabilité,
si je fais toutes ces choses que je contrôle, peut augmenter ma probabilité de réussite, mon chiffre d'affaires et ce que je fais. Et des fois, on n'est pas focus sur ça, on est focus là-bas, donc on n'est pas focus sur ce qu'on contrôle. On veut toujours contrôler ce qu'on ne contrôle pas, et si on se met dedans, on est foutu. Or, c'est tellement déjà important et plus facile et plus complexe, facile et complexe à la fois, de contrôler ce qu'on peut juste nous, à notre niveau. Et des fois, c'est des choses super simples. Voilà. Merci pour cette explication. Et justement, tu évoquais avec cet exemple où tu pars en Dora l'exploratrice avec ton sac à dos, faire les compétitions les unes après les autres. Ton palmarès, il parle pour toi, c'est historique ce que tu as réussi à faire, les médailles, le fait en plus de démarrer plus tard, etc. C'est juste dingue et encore une fois, bravo. Pour autant, tu pars en Dora l'exploratrice. Est-ce qu'il y a des choses dans le système sportif qui, j'imagine, aujourd'hui ont changé ou s'améliorent, mais que tu verrais changer pour permettre aux athlètes de pouvoir davantage vivre leur sport, exprimer leur sport, leur art également, parce que moi, d'un point de vue extérieur, je trouve ça assez dingue, du coup, cette situation que tu évoques. Alors aujourd'hui, tu vois le cadeau, et puis là aussi, tu arrives à te dire c'était une opportunité, mais peut-être que sur le moment, tu ne l'as pas forcément vécu comme ça. Qu'est-ce que tu changerais? Alors aujourd'hui, je contribue beaucoup déjà pour le sport africain, énormément, sur ce point de vue-là. Donc voilà, il y a plein d'actions que je mets en face. Et puis, le fait que moi, dans mon niveau, dans les piliers, il y a 4 piliers de la performance, il y a le technique, tactique, prépa physique, prépa mentale. Moi, j'ai choisi celui-là. Donc, dès lors que j'accompagnais, je vois des athlètes qui tapent à ma porte, qui me disent « Bon, moi, j'ai pas de budget pour ça. » Je les vois travailler au McDo. Et même en France, il y en a qui sont en précarité, et beaucoup. Hein. Il y a des athlètes, l'athlétisme, n'importe quel sport, qui font des doubles tafs, décathlon, ils font plein de boulot pour réussir à gagner un petit peu leur vie. Et tous les piliers de la performance, ils ne peuvent pas investir dans ça. Donc, moi, en même temps, je ne peux pas non plus que faire du bénévolat. Il faut que je travaille. Donc, j'ai réfléchi à ce sujet, mis à part que je travaille avec des joueurs de foot, là, c'est un autre univers. Et là, je me suis dit, j'ouvre mon association. Alors, j'ai ouvert, comme l'année 2025, c'est l'année de la santé mentale. Donc, j'ai ouvert Kintsugi Vibes, c'est un dérivé de Kintsugi People, qui permet, en fait, c'est une association qui, au-delà que ce soit de la thérapie et tout ça, mais il y a un volet pour les athlètes. Les athlètes qui ne peuvent pas bénéficier de la préparation mentale, les aider et les accompagner sur ce pilier très important, les structurer. Donc, j'ai quelques athlètes, pour l'instant, qui sont rentrés dans le process. Et puis, ils deviennent acteurs. Dès qu'il y a une réussite, eux aussi deviennent, en fait, ils redonnent à cette association-là derrière. Et on va, au départ, les aider parce que moi, je me retrouve. Voilà, j'aurais peut-être tapé chez Kintsugi Vibes à l'époque. J'étais en difficulté de ça. Et des fois, je coachais pour être coachée, en fait, à l'époque. Donc, je faisais tellement de choses. Et donc, ça me tient vraiment à cœur, cette association-là. Donc, j'y travaille beaucoup pour qu'elle grandisse et qu'elle prenne un peu de l'ampleur pour pouvoir aider à mon niveau sur ce pilier important pour moi. Ça fait combien de temps que tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat et pourquoi? Dès que j'ai vendu des foie gras. Alors, j'avais un ami breton, et je dois avoir 16-17 ans, et il me dit oui, qu'il a du foie gras pas cher, qu'il peut aller le chercher dans la ferme de son grand-père, je sais pas. Alors que nous, les deux, on avait $. Elle fait Et puis, comme on bossait ensemble au même endroit, on savait qu'on pouvait avoir un peu le matériel et on pouvait finir notre boulot. Et on avait demandé au chef de rester plus tard et de le faire là-bas. Et donc, voilà, j'en ai enlevé des nerfs et des nerfs pour vendre. Alors, et c'est ce qui est drôle, j'en ai vendu après au judo. Après, 4 ans après, j'en ai vendu beaucoup dans le milieu du judo, donc les coachs. Alors là, les périodes de Noël, je m'étais fait beaucoup d'argent. Là. Alors, je vendais tous les coachs, j'allais chercher mes terrines, on allait les chercher dans le fin fond, je sais pas où, dans le nord, des terrines pas chères, mais solides. Donc, il y avait ça. Donc, je pense que le business, j'ai toujours été dedans. Et c'est pas, en fait, argent pour argent. C'était réussir un projet. En fait, j'étais pas focus. De toute façon, d'ailleurs, je suis jamais focus sur l'argent. L'argent, il vient tout seul. J'ai l'impression, dès lors que moi, je suis happée par ce projet, de le réussir et de le faire bien. Je suis un peu challengée, j'aime bien un peu les challenges. Et puis derrière, l'argent, il est là, il vient tout seul. J'ai l'impression que l'argent, dès lors, on est trop focus et on fait pas le reste. Là, il y a une espèce de... Il y a quelque chose qui se met, qui n'est pas aligné. Et donc,
j'ai aucun problème, moi, avec l'argent. Tu sais, des fois, en France, on a du mal à parler de l'argent. Mais je sens que dès lors que je suis vraiment focus sur mon projet, ce challenge, et comment je vais faire, et c'est ça qui me plaît, l'argent, il vient. C'est un peu comme le jeu. Si on est là, médaille, 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 bah, si tu ne penses pas à ton jeu, tu vas te prendre un hippon, un petit balayage tout de suite. Pense d'abord à comment jouer, comment prendre le kumikata, comment balayer, faire ton jeu. La médaille, tu l'auras après. Et c'est ce que je dis souvent aux athlètes, quoi. Donc d'être focus, que ça soit, ou les entrepreneurs, juste argent bien avant d'être dans l'univers de ce qu'on fait, on est focus dans ici, maintenant, et ben le reste, enfin l'argent ou la médaille, ou peu importe le gain, ça restera une grosse récompense. Et puis donc voilà, tout simplement. Tu parlais beaucoup de résilience dans tout ton propos, et tu en parlais également dans ton livre. Hein. À quel moment, ou est-ce qu'il y a un moment où tu étais vraiment au plus bas, et là tu as vraiment eu besoin de faire recours à de la résilience? Ouais, il y a eu des moments très durs. Il y a un chapitre qui s'appelle vulnérabilité. Donc ça peut être un chagrin d'amour ou quelque chose qui est un peu touché, des mémoires. Alors c'est vrai que dès lors qu'on est touché, on peut être résilient. Et donc c'est pour ça que je rejoins, ou j'ai beaucoup de respect pour Boris Cyrulnik, que j'ai lu ses livres quand j'étais très très jeune et que je ne les comprenais pas au début. Et d'ailleurs, j'ai réussi à rencontrer, j'étais très contente parce que cet homme, c'est lui qui a mis le mot résilience d'ailleurs. Et maintenant, on l'utilise à tout va, ce mot-là, mais il est bien. La résilience, c'est jamais éternel. C'est le travail de chaque matin, c'est constant. Donc on peut très bien faire sa résilience, mais on est tellement challengé que des fois des mémoires peuvent s'ouvrir. Certaines blessures, en fait. Comme là, on a mis notre... Et voilà, en or, et puis finalement, on n'a pas pris peut-être soin, et puis là, on n'a plus les dorures, là, ça commence à... Hein, c'est frité. C'est frité un petit peu, là, et puis le truc, ça peut se casser. On peut se recasser, aucun problème, c'est OK. Et je pense que c'est ça aussi, la résilience, c'est des moments difficiles où ça se recasse, et on connaît le chemin, parce qu'on l'a déjà fait, et de comment on puisse accueillir ces mémoires qui viennent. Voilà, ça peut être du passé. On a tous ça. On est tous des Kintsugi en réalité. On a tous vécu quelque chose. Chaque être humain, en fait, sans faire des concours de cicatrices, chacun a vécu comme il doit le vivre, en fait. Et comment, en fait, ces mémoires, elles viennent, et dès lors qu'on tombe, de ne pas remettre en question le tout. Et ça peut être juste ce moment-là. Donc, j'ai eu des moments comme ça, et puis peut-être que je serai encore challengée. Hein. Tant qu'on n'a pas fait la dernière expiration, j'accueille, aucun souci. Mais en tout cas, c'est ça, c'est réussir à comprendre que la résilience, c'est pas tout de suite les gens, mais c'est bon. Non, mais en fait, c'est tout le temps. La vie, c'est comme ça. C'est un peu comme le temps, en fait. Des fois, il y a des ouragans, et il n'y avait pas tout le temps soleil, quoi. Et la vie, elle est comme ça, en fait. La nature, elle nous montre tous les jours. L'arbre, il perd complètement toutes ses feuilles, il est comme ça, le pauvre, en hiver. Et on est là, pour nous, on trouve ça OK. Pourquoi nous, on ne serait pas comme ça aussi? Donc, je pense que moi, ça vient de ça. C'est réussir à alimenter quotidiennement ça. La résilience, c'est éternel. C'est un travail de tout le temps, en fait. Et surtout, si il y a des épreuves qui sont dures, et dès lors que nous, on a assez travaillé, on peut être moins challengé. Donc, ça nous happe moins parce qu'on fait ce travail, déjà. Toujours lié à la résilience, justement, tu évoquais tout à l'heure 4 piliers. Dont la préparation mentale. La préparation mentale joue un grand rôle dans la résilience, et c'est probablement une des clés de la réussite, que ce soit dans l'entrepreneuriat, mais aussi et clairement dans le sport de haut niveau. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, tu t'es dit que tu allais en faire une priorité et créer même une boîte autour de la préparation mentale? C'est le Ikigai, hein. Vraiment ça, le Ikigai, j'y tiens à cœur. C'est ma raison d'être. En fait, je trouve ça beau de trouver... l'être humain, il a envie de se sentir utile quelque part. Vraiment, je pense sincèrement, c'est dès lors c'est pour ça que les gens qui sont rejetés ou sortent du truc, ils sont plus utiles on est des êtres sociaux, on aime se sentir utile pour la société, on est fait comme ça. Et donc moi, le fait de me sentir utile dans ça, dans mon Ikigai, je peux être que performante dedans. Donc j'ai vraiment beaucoup de chance d'aimer ce que je fais. Et je savais que vraiment c'était ça et pas autre chose. Et donc du coup, tout devient facile. Mais pour ça encore, il y a un mot que j'aime beaucoup, c'est le mot responsabilité. Son étymologie, c'est répondre d'eux. Donc aussi, je dois répondre parce que dès lors que j'accompagne, je dois être responsable de ça aussi. C'est répondre à quelque chose, une demande.
C'est un autre humain en face de moi qui me demande de l'accompagner dans quelque chose. Et donc, moi, je dois travailler sur moi. Donc, en fait, c'est le métier de thérapeute ou coach ou tout, dans ce métier-là, où on est dans l'accompagnement humain, il y a un travail exigeant sur soi. Vraiment très exigeant. Et ça, j'aime bien le répéter. C'est une responsabilité énorme qu'on doit porter. Il ne doit pas être vu de quelque chose d'un point négatif. C'est répondre de quelque chose. Et il n'y a pas de liberté sans responsabilité. Et ça, j'aime bien le dire aussi, parce que il faut se sentir responsable pour se sentir libre de faire quelque chose. Et donc moi, j'ai pris pleinement cette responsabilité-là, et je l'accueille, c'est OK. Et puis tout simplement, j'aime ça. Ouais, j'aime vraiment accompagner. Et encore une fois, ça revient sur le ikigai. Je souhaite à chaque être humain. Voilà, on peut pas tous faire la même chose. Voilà, on est tous faits pour. Alors c'est vrai que certains, peut-être que. Je vais donner un exemple. Ils ont fait on va dire le sondage. Enfin, c'est pas un sondage, c'est vraiment une étude sur 10 ans de ce que c'était le bonheur. Et là, ils ont trouvé un point commun sur la question du bonheur. C'est un Roumain, alors je ne sais pas si c'est un pays de l'Est, je suis désolée si ce n'est pas un Roumain, et qui travaille à l'usine. Et il était heureux. Il travaille à l'usine depuis 30-40 ans, pas plus, à faire des pièces de voiture tous les jours. Et pourtant, est-ce que c'est son ikigai? Comment il fait pour être heureux? Alors, ce monsieur, ils ont trouvé un point commun avec, que ce soit même des gens en Afrique, peu importe où, dans le monde. Tous les jours, ce monsieur, il fait quelque chose de fascinant. C'est-à-dire qu'il fait la même chose, ses pièces, c'est la même chose tous les jours. Sauf que lui, il a décidé que tous les jours, il se mettait des challenges quotidiens de comment il allait faire ses pièces. Donc, il avait un objectif. Il avait une mission précise qu'il aimait bien faire dans cette tâche, qu'elle soit difficile ou pas, mais qui a réussi à rendre son travail agréable. Alors, au final, on est happé par l'objectif, la mission de vie, quelque chose. Et c'est vrai que moi, c'est quelque chose qui me rend heureuse. Alors moi, je fais plein de challenges encore sportifs, j'aime tellement ça, parce que j'aime le sport. Et je sais que le challenge et trouver un objectif, un pourquoi, me rendait heureuse. En tout cas, pour moi, ça marche. Et les gens que j'accompagne, dès lors que je mets un peu cette réflexion, je propose ça, ils trouvent quelque chose de... Tout de suite, dès qu'il y a un objectif, il y a quelque chose. Et donc, est-ce que c'est vraiment peut-être ça aussi, d'être heureux? Trouver son petit objectif qui marche ou pas, mais on est happé par une mission, quelque chose en fait. Voilà. Donc typiquement l'idée, ce serait de, par exemple, définir, basé sur un grand objectif, des petits objectifs qu'on va venir atteindre tous les jours pour se challenger, pour se dépasser, et puis même pour se rendre compte que finalement on avance. Voilà, les sous-objectifs comme ça. Voilà. Avoir des micro-victoires, tout le temps. Voilà. Pour revenir à la thématique de la victoire, et puis ensuite je vais rester aussi sur... la préparation mentale, tellement que c'est important d'avoir un mindset, tu l'as évoqué, un état d'esprit aussi de gagnant. Est-ce qu'il faut être prêt à tout pour réussir ou est-ce qu'il y a des limites? Parce que dans le sport, on est en compétition pour être numéro 1. J'imagine qu'il y a des moments où peut-être tu t'es posé la question aussi. Quel est ton point de vue là-dessus? Parce que dans l'entrepreneuriat, c'est un peu pareil. Souvent, on n'est pas là pour participer, on est aussi là pour gagner. Alors moi, c'est vrai qu'il y a une phrase que je me suis toujours promis dans ce que je faisais. C'est une phrase toute simple que je me suis faite, et d'ailleurs, elle est même marquée devant chez moi, devant ma porte, quand je sors. Si mon rêve efface mon humanité, change de rêve. Donc j'aime bien le redire, c'est-à-dire que c'est quelque chose de très... je me mets vraiment en exigence sur cette phrase-là, parce qu'elle me représente beaucoup. Je ne suis pas en train de dire pour les autres ça soit ça. En tout cas, c'est mon alignement de comment je vois les choses. Si quelque chose va nous éloigner de ce qu'on nous sommes, et notre humanité, quelque chose, peut-être qu'on ne va plus être aligné. Et si on n'est plus aligné, plus rien marche. Donc moi, en tout cas, c'est ma ligne de conduite que j'ai réussi à m'imposer, de ne pas sortir dans le cadre de mes valeurs et de mon humanité, tout simplement. Et dès lors que je suis OK avec ça, tout marche. Voilà. Si on va au-delà du sport, dans quelle mesure on peut démontrer, expliquer à quel point la préparation mentale et tout ce qui gravite autour de ça peut changer la vie des gens? Parce qu'une fois que tu es prêt mentalement, tout peut t'arriver,
tu peux tout surmonter, tu peux tout atteindre, tu peux rendre l'impossible possible et ça peut tout changer. Dans ton cas, tu l'as implémenté, tu l'as démontré, tu l'as appliqué, que ce soit pour toi, mais pour plein d'autres gens également. Qu'est-ce que tu aurais à dire là-dessus? Alors c'est vrai que je fais rire des gens parce que des fois je dis chaque projet mérite une thérapie. Alors je m'explique. Quand on dit thérapie, c'est chaque projet qu'on porte et qui nous tient à cœur, qu'il soit petit, grand, peu importe en fait. Il y a on est dans l'action, faire quelque chose. Notre premier projet, avant rien d'autre, c'est nous-mêmes. Si le premier projet, il n'est pas bon, ça ne va pas aller très loin. Ça va peut-être marcher quelque temps. On va gagner un petit chèque. Ouais, c'est bien. La longévité, là. Alors moi, j'aime bien m'inspirer des gens qui sont sur le long, la longévité. Au-delà que ça soit de la victoire, des gens qui sont là depuis longtemps. Ils sont là. Ils continuent d'être là. Eux, ils ont quelque chose à nous enseigner. C'est peut-être eux qu'il faut aller voir ou comprendre. Et ils ont tous un point commun. Travaille sur eux. Et c'est là on dit, on a terminé l'histoire, quoi. On a terminé le sujet. Que ça soit Nadal, Teddy, 10 fois champion du monde, 11 fois champion du monde, 3 fois champion olympique. Il voit sa psy depuis l'âge de 12-13 ans, une fois par semaine. Et tout le temps là, à se renouveler, à travailler sur certaines choses, que ce soit sport ou pas sport. Longévité. Il va encore jusqu'à Los Angeles. Donc, quand on voit tous ces êtres qui sont là, qui nous montrent plein de choses, qui sont en longévité, moi, en exemple, déjà, c'est quelque chose qui a marché sur moi, d'être un peu focus sur un peu qu'est-ce qui peut faire qui nous garde un peu en longévité. Alors par contre, si on est tellement happé par l'extérieur, faire réussir, et ça, c'est la jeunesse d'aujourd'hui, elle est un peu happée par parce qu'on voit les réseaux, tout de suite la réussite. Et c'est vrai qu'en France, on aime tout de suite. Tout de suite, là, maintenant. Et facilité. Et je donne des cours, je suis formatrice aussi dans une grande école, où j'accompagne des étudiants, que ce soit bachelor, BTS, master 1, master 2, ou des écoles de médecine. Et je le vois dans cette génération, c'est la consommation très vite, tout vite, vite, voilà, réussir vite, gagner. Donc, c'est aussi dû peut-être au climat, tout ça, peut-être revenir. Alors j'essaye moi vraiment de faire un peu le cercle du poète disparu avec eux dans la classe, quoi, pour essayer un peu de les éveiller et qu'ils aient en fait un peu, qu'ils restent, qu'ils sachent se respirer et que dans leur élan, que ça prenne un peu forme. Mais c'est toujours, en fait, c'est ça le questionnement, c'est réussir à être son premier projet. Ça, c'est vraiment la phrase que je leur dis. Si vous n'êtes pas votre premier projet, la longévité va être complexe. Et des fois, on peut se tromper. Hein. On réussit un petit peu, je n'ai pas besoin. Et ça, je le vois. Hein. Ça réussit, c'est bon. Et hop, ça tombe. Et à partir de là, et ça soit même des athlètes. Hein. Moi, j'ai des exemples. Hein. J'ai des athlètes, ils ont décidé parce que quelque chose d'extérieur qui a fait qu'ils ne réussissent pas en ce moment. Donc, ils vont aller chercher la prépa mentale. Dès que ça réussit un petit peu, je n'ai plus besoin. Jusqu'à une blessure. Non, ça ne marche pas comme ça. C'est une continuité. Ce n'est pas parce que là, ça ne va pas que peut-être qu'il n'y a pas besoin. La prophylaxie, être dans le préventif que le curatif. Le curatif, des fois, c'est fatigant, même si on nous vend le curatif. Préventif, c'est OK aussi. Donc, réussir à être dans cet univers de prophylaxie. Monter sa probabilité sur le temps. Et c'est ça que j'essaie, en fait, de transmettre ou de partager, parce que je l'ai vécu dans ma chair, hein, je ne l'ai pas inventé. C'est mieux que tous les bouquins. Hein. Je l'ai vécu dans le mouvement. J'essaye aussi après, toute expérience, elles sont différentes, mais au moins de dire aussi ça marche, ça. Complètement. J'insiste sur la prophylaxie que tu évoques justement. Sauf erreur, ça aussi, cette philosophie, en tout cas, vient d'Asie également, où, par exemple, même le système médical, tu payes ton médecin pour faire de la prévention et ça lui coûte quand tu es malade, alors que tous les autres systèmes fonctionnent autrement. C'est comme si on voulait entretenir le fait que tu étais malade littéralement. Au-delà de ça, avec les entrepreneurs et les athlètes que tu as pu accompagner toujours dans le domaine de la préparation mentale, est-ce que tu as identifié des erreurs majeures que certains font qui viennent peut-être, comment dirais-je, les saboter inconsciemment, sans même qu'ils s'en rendent compte, et que tu aimerais partager ici? Alors oui, alors vraiment, je ne sais pas si je vais dire erreur, parce que ça fait partie de la chose. Alors c'est vrai que j'ai des témoignages de certains athlètes et
Alors moi, vraiment, j'essaie de rester vraiment dans un... C'est comme un partenariat, parce que je suis un des piliers. Les autres piliers, il faut que j'essaie vraiment d'être dans une bonne relation d'équipe, travail d'équipe. Maintenant, c'est vrai que bon, dès lors que je vois un entraîneur émotionnellement... Alors maintenant, j'accompagne aussi des entraîneurs. J'ai un entraîneur, par exemple, que j'accompagne qui entraîne des filles de foot, comme Ligue 1 au foot. Et par moment, dans son milieu, c'est un jeune entraîneur. Et je trouve ça tellement vraiment très intelligent de sa part que il a cette posture de coach, de dirigeant, d'une équipe. C'est comme un peu dirigeant, voilà, c'est une équipe. Et par moment, lui aussi, il a besoin d'être coaché. Parce que par moment, il y a certaines choses, et aussi c'est son émotionnel, est-ce que ses compétences émotionnelles vont être là au bon moment? Est-ce que son verbal face à une fille en face, parce qu'il y a le terrain, mais il y a aussi les vestiaires, comment il va interagir avec elle. Donc j'ai beaucoup d'admiration pour ces coachs qui sont en humilité, de venir, de taper à ma porte et qu'on travaille ensemble là-dessus. Après, forcément, il y a des coachs, ça y reste humain. Il y a des coachs comme moi, j'ai connu des coachs qui ont été peut-être virulents sur des choses où je sais qu'ils n'ont pas été dans la bonne direction, et ou qu'ils appuient tellement sur l'ego. C'est bien d'appuyer sur l'ego de l'athlète, mais de le faire constamment, je ne pense pas que ça paie. De temps en temps, oui, c'est des fois, bon, les coachs, ils aiment bien faire ça et c'est important. Mais quotidiennement, tout le temps, c'est un peu briser l'athlète. C'est-à-dire que, voilà, ça ne marche pas. C'est comme on pense servir, mais ça va desservir. Comme un chef d'entreprise qui est là et que je sais qu'il a besoin de booster son équipe. Et puis, tout le temps, constamment, il va appuyer sur leur ego. Alors, ça marche des fois, mais constamment, à un moment donné, ils n'ont pas envie de bosser pour lui. Alors, lui, ils vont avoir une lecture différente, il y aura des suppositions. Pourquoi il est comme ça? Donc, ils vont avoir une lecture de lui. Donc, il n'aspire plus, il devient un tyran. Alors là, j'ai plus envie de travailler pour toi. Donc, après, arrêt maladie, tout ça. Donc, des fois, voilà, dans l'accompagnement des chefs d'entreprise, ça, c'est important de comment, en fait, avoir cette posture inspirée. Vraiment, un coach, je ne dis pas qu'il doit être parfait, mais il doit avoir cette posture verticale qu'il doit travailler sur lui. Moi, je suis pour que tous les coachs passent par ce volet de thérapie, volet d'être accompagnés. Parce qu'ils ont aussi une responsabilité d'humain. Et c'est important aussi. Et c'est pour ça que je pense que je suis très focus sur les chefs d'entreprise, parce que je sais que si j'œuvre et j'accompagne, il va y avoir un impact, lui, sur beaucoup d'autres. Et c'est pour ça, c'est ça qui me plaît, en fait, dans ce challenge d'accompagner des acteurs comme ça, ou qui ont une responsabilité. Encore une fois, ils doivent répondre de quelque chose. Donc, les accompagner à répondre au mieux, le plus juste, aligné. Voilà, toute humilité. Et faire en sorte qu'indirectement, ton impact rayonne encore plus c'est un petit peu peut-être ça aussi. Inversement, comment on fait pour avoir un mindset de champion au quotidien? Comment on fait? Alors, le mot champion, pour moi, c'est... alors, il y en a beaucoup qui vont l'identifier comme le vainqueur, celui qui gagne. Moi, c'est pas que ça. Et c'est vraiment une philosophie être champion. Au-delà du terrain, au-delà du ring, au-delà du tatami. C'est un guerrier, en fait. J'aime beaucoup l'univers martial et de comment, en fait... il y a un livre qui m'a vraiment, quand je l'ai lu, il m'avait bouleversé. C'est Dan Millman, c'est Le guerrier pacifique. Et c'est un jeune gymnaste, une histoire vraie qui est un peu scénarisée, un parcours un peu chemin initiatique, du guerrier pacifique, en fait. C'est être ce guerrier-là, en fait, à toute constance. Donc, accepter sa vulnérabilité, mais tout ce qu'il met, en fait, qu'est-ce qu'il nourrit dans son terrain de jeu, parce qu'il aime ça, mais en même temps, l'entraînement, il est partout, en fait. Si là, je sais gérer mes émotions sur le tapis et que je ne sais pas les gérer dans un moment familial, ou ami, ou je ne sais pas, il y a quelque chose que je n'ai pas compris, là. C'est-à-dire qu'en fait, ces compétences-là, ça va avec. C'est un mouvement, en fait. Et donc, c'est pour ça qu'on dit dans le judo,
on est judoka à vie. Et je pense pour ça qu'aussi je porte le kimono, parce qu'au Japon, dès lors qu'on porte plus le kimono, on est ancien judoka. Et je voulais pas. Je voulais toujours qu'on me dise, elle est judokate. C'est vrai, et je trouve ça incroyable. Pour eux, c'est pas le sport de haut niveau, tout ça. Hein. C'est, tu portes le kimono, t'es judoka. Tu ne le portes plus, tu n'es plus judoka. Et je trouve ça génial. Et ça revient un peu le fondateur Kano, que lui, c'était pas au début au haut niveau, donc là, il y a eu l'excellence du haut niveau, mais c'était comment apporter une philosophie de vie d'abord. Donc c'est pour ça que je trouve que le judo, avec son code moral, voilà, martial, tout ça, il apporte voilà, tous ces éléments-là. Donc un champion, c'est aussi ça, tout ça. Que ça soit sur le ring ou... On n'en a pas énormément parlé, en tout cas pas directement, mais le dépassement de soi. Ça fait partie aussi du quotidien d'un champion, d'un sportif de haut niveau, d'un entrepreneur, d'être capable de sortir sa zone de confort pour grandir, pour apprendre, pour évoluer, pour se dépasser. Est-ce qu'il y a un exercice que tu pourrais partager ici pour se dépasser constamment et grandir? Alors, c'est vrai que le mot, j'aime bien le changer. En fait, j'étais beaucoup dans le dépassement de soi à l'époque et j'ai eu beaucoup de blessures. Donc, dans le dépassement de soi, je me dépasse moi-même. Alors, moi, je l'ai changé un petit peu. J'ai mis dépassement avec soi. Okay. J'ai trouvé que ça plus puissant, en fait. Et ça m'a parlé, le dépassement avec moi, en fait. Et donc, c'est vrai que ça fait sourire des fois quand je le mets un petit trait, que je l'avais expliqué, dépassement avec soi. Et ben en fait, les petits exercices, c'est en fait, voilà, moi, c'est mes petites routines de tous les jours qui font qu'il y a un dépassement de soi. Pour qu'il y ait un dépassement avec soi, il faut qu'il y ait une confiance aussi. Et voilà, on a confiance. En soi? On a confiance, voilà, en soi, on a confiance. J'ai imagé avec cette audace on va sauter en parachute. Donc là, je ne vais pas monter dans l'avion et je ne vais pas sauter sachant que mon parachute, je ne l'ai pas vérifié. Allez, on y va. C'est pas ça l'audace. Les gens, hein, il est audacieux. Non, non, il est fou. Il va mourir. Non, non, c'est pas ça qu'on veut. C'est comme le truc de sortir de sa zone de confort. Non, élargir sa zone, ok. Mais là, je vérifie mon parachute. J'ai appris comment on fait. Je me suis formée. Ah, là, c'est bon. J'ai confiance en moi. Je suis opérationnelle. Let's go, on saute. Ça, c'est audacieux. Et donc, des fois, on se trompe. Et donc c'est ces choses-là qui font qu'on va se dépasser. On va se dépasser parce qu'il y a un outil, il y a des compétences, il y a des choses qui ont été mises en place. Maintenant, c'est bon. Je suis prête avec moi-même. On va se dépasser. Let's go. Mais s'il n'y a pas tout ça, bon, sur un coup de bluff, bon, des fois, ça peut arriver. Hein, je pense audace. Mais encore une fois, on revient. Est-ce qu'on peut le refaire 2, 3 fois, 4 fois? Donc le but, c'est ça qui m'intéresse. Dans la continuité, tu vois. Voilà. Justement, pour parler de continuité, réussir durablement, c'est absolument capital. Tu parlais tout à l'heure aussi des sportifs de haut niveau qui vont se préparer 4 ans pour une journée, qui vont parfois, après leur carrière, eh bien, tout arrêter. Finalement, la vie, elle s'arrête que quand tu as fait ton dernier souffle. Donc ça continue constamment. Tu dois réussir à être performant ou en tout cas à être présent, à être là, à être aligné avec ce que tu fais continuellement. Et quand tu es entrepreneur, souvent, tu ne vas pas forcément vouloir arrêter à l'âge de la retraite, mais tu vas aussi continuer. Il y a d'une part cette pression de devoir réussir, mais il y a d'autre part cette volonté de chercher un équilibre pour trouver la longévité, tu en as parlé. Est-ce que là aussi, il y a des exercices ou des choses à partager sur comment faire pour être présent sur le long terme? Alors moi, je vais être vraiment très basique et très factuel là-dessus. On va commencer déjà par le corps. C'est-à-dire que le corps, il a besoin d'être solide. Donc voilà, pour éviter les maladies ou les choses comme ça, ou qu'on ne soit pas en bonne santé. C'est des choses, des fois, à penser simples. Sommeil. Des fois, on allait chercher loin. Juste, est-ce que je dors bien? Donc on sait très bien que le sommeil, on ne dort pas bien, on ne réfléchit pas bien, on n'est pas lucide, ça ne va pas produire. Donc des fois, ils ont fait, je crois, qu'une étude sur les entrepreneurs qui ont envie de réussir, ils ne dorment pas plus de 5-6 heures. Voilà, ils ont très peu de sommeil. Sur le long, ça peut piquer. Voilà, sur le santé, ça peut piquer en fait. Donc voilà, prendre soin de soi. C'est je dors bien, alimentation. Alors, on est ce qu'on mange. Moi, ça, je suis persuadée. On mange trop de déchets, il y a trop de déchets là-dedans. Et c'est vrai, trop de sucre, et les pensées sont pas pareilles. Hein. Ils ont fait des études aujourd'hui. Si on mange mal, on n'est vraiment pas dans quelque chose
on ne pense pas vraiment à soi là-dessus, alors que c'est très important. Donc tout ça, c'est tellement important et des fois, on n'est pas focus dessus. Et encore une fois, on peut voir tous les entrepreneurs, tous les gens qui ont réussi, ces petits détails-là ne sont pas rien. Ils sont très psychorigides sur eux, de ce qu'ils mangent, et de comment ils se nourrissent. Ça impacte nos pensées. Tout ça, le sommeil, dormir, manger, bien s'hydrater, des choses comme ça. Et puis, la sédentarité. Bon, moi, en tout cas, ça va être dur, mon propos. Mais un entrepreneur qui veut réussir, je ne comprends pas qu'il soit sédentaire. Il veut que sa société ou sa structure, ce qu'il veut, soit dans le mouvement, il est immobile. Donc il y a quelque chose qui ne va pas déjà. Non, il n'est pas en mouvement. Et donc la sédentarité tue. La chaise tue aussi, c'est dur de le dire. Aujourd'hui, on a compris que ça a généré beaucoup de problèmes de santé. C'est vraiment même santé mentale. Donc je ne suis pas en train de parler du sport de haut niveau, parce que ce n'est pas du sport en santé, mais sport, bien-être. Réussir à être dans le mouvement, aller à la salle, s'entraîner, courir, que son corps, en fait, il soit là, debout, pour qu'on puisse, voilà, on est bien. Après, on va penser au reste. Et donc, si on veut que notre business soit en mouvement, nous, on ne l'est pas, il y a un peu... Donc voilà, donc j'essaye d'avoir ce discours-là de la sédentarité qui est complexe, parce qu'il y en a beaucoup qui sont sédentaires et qui ne pensent plus du tout à ce que je viens d'expliquer. C'est ces choses simples et qui sont tellement importantes. Des fois, quand j'accompagne des entrepreneurs, je ne leur parle même pas de leur business. Ça n'existe pas. Je leur parle de choses simples de la vie. Et puis, ils me disent « Non, mais moi, je reste sur mon business. » Mais on va commencer là, on va voir ce que ça donne. Et dès lors, en fait, ils sont focus sur ça. Il y a un coup de « Ah, il y a des routines, il y a des choses. » Bah là, ça roule de l'autre côté. Il y a des choses qui se mettent en place. Et pourtant, le secret, des fois, il se cache juste... Le diable se cache dans les détails. Et ce détail-là, c'est pas qu'un détail, en fait. C'est le tout, en fait, pour nous faire grandir un peu. Donc voilà, je suis un peu des fois chiante là-dessus, mais sur la sédentarité, mais un entrepreneur, pour moi, ne peut pas être sédentaire. Je te rejoins. Alors, personne ne doit l'être, mais bon. Je te rejoins à 100%, et justement, le fait que tu évoques qu'il veut te parler de son business, pour autant, tu vas lui parler d'autres choses à ce moment-là, et qu'après, il y a un déclic qui lui permet de se dire « Ah ouais, c'était ce truc qui m'a permis de… » ou en tout cas, voilà. Est-ce que tu l'expliques parce qu'il est enfin sorti la tête du guidon? Est-ce que parce qu'il a pris une grande bouffée d'oxygène et ça va beaucoup mieux? Est-ce qu'il a fait de la place dans son esprit, dans sa vie, dans son quotidien? Est-ce qu'il y a un élément qui explique ça selon toi, ou juste l'équilibre? C'est une très bonne question. Je vais donner une petite anecdote. Par moment, en fait, c'est dans... On a la tête dans le guidon. Alors vraiment, on a vraiment la tête dans le guidon. On voit rien et on est très focus, on est très impacté on est challengé par quelque chose, que ce soit financier, le travail, peu importe, le business. Et quand en fait on va creuser dans les routines et que la personne aura une grosse fatigue, voilà, vraiment très fatigue, la cortisone elle est hop, tout est à plat, voilà, la batterie elle est déchargée depuis un moment. Et c'est à partir de là en fait que j'essaye de prendre conscience en fait de cet univers-là. Alors après, il y a une méthode, hein, j'utilise plein de choses pour qu'il y ait le focus et qu'il y ait un petit éveil là-dessus. Et on laisse ça de côté. Voilà, on va laisser ça de côté. Même si des fois, ça urge parce que le focus, il est là. Non, mais je vais perdre, non, je dois payer ici. Enfin, il y a tellement d'agitation, en fait, on ne sait plus. Des fois, par moment, lâcher prise. C'est important. Et ça, c'est tellement difficile de lâcher quelque chose. Parce qu'on a l'impression, si on le lâche, c'est fini. Or que non. Tu perds le contrôle, tu as l'impression. Voilà. Donc voilà. Comment on va réussir à lâcher prise, accompagner à lâcher prise là? On va prendre quelque chose d'autre à la place. Et être un peu immergé dans cette... Et puis derrière, en fait, il n'y a pas de lâcher prise. Hein. C'est juste qu'on a pris un peu... On est plus en fait vertical pour mieux tenir, des fois. On n'a plus de force, en fait. On est là... Et donc, parce qu'on n'est déjà pas bien. Et donc, peut-être qu'on a réussi à prendre cet univers où je prends mieux soin de moi, là, tout ce que je viens de dire. On n'a plus de biceps, là. OK. Ouais, je peux tenir. Et ça, c'est un peu cette métaphore. Et des fois, c'est ce qui arrive. Parce qu'en fait, c'est pas parce que le business a mieux réagi, c'est parce qu'on est solide pour le challenge. Si on n'est pas assez solide, décision exceptionnelle, on veut tous quelque chose d'exceptionnel, mais là, si c'est pas exceptionnel, quand je dis exceptionnel, limite, ça doit être normal. Dans l'attitude. Dans l'attitude, en fait, il y a quelque chose qui va... Ça va pas. Et donc, décision exceptionnelle,
résultat exceptionnel. Et ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup appris, ni dans les livres, ni dans rien. C'est quand j'ai quitté les pompiers, j'avais 29 ans, pratiquement 30 ans. Et en fait, on m'avait dit une phrase, on m'a dit, mais Asma, 30 ans, tu vas être dans le top 5 mondial, enfin, dans les meilleurs mondiaux, gagner. Mais c'est waouh. Et surtout, le judo, c'est tellement difficile, il y a trop de monde. Vraiment, c'est très, très difficile de réussir dans le judo. C'est un sport où il y a vraiment beaucoup de nations. Et moi, je savais que les jeux, c'était là. Si ma vie, elle n'était pas en obsessionnel là, au même niveau, il n'y a rien au-dessus des jeux, chez nous. C'est-à-dire que c'est le Graal, c'est l'Himalaya, l'Everest. Si moi, je ne me suis pas la même équipée pour aller là-haut, mon Himalaya et mon Everest, je vais aller dormir, ça y est, fais autre chose. Reste va vendre tes tout de foie gras, tu vas faire de l'argent. J'aurais réussi, mais ça, ce rêve, je ne l'aurais pas réussi. Donc, je suis devenue obsessionnelle quand je lisais les bouquins, les trucs. Donc, j'ai rendu tout exceptionnel pour cette vie exceptionnelle. Il n'y a pas de chance, j'y crois pas. Moi, vraiment, personnellement, c'est OK, la chance, on va la provoquer, mais je pense que si c'est 99% de cette phrase bateau que tout le monde dit, mais c'est exactement ça, c'est 99% de sueur. J'ai eu 1% peut-être d'éveil parce que j'aimais ça. J'ai trouvé quelque chose que j'aimais. Mais entre quelque chose que j'aimais et les 99% de sueur et de discipline, de discipline, d'apprendre, ça fait beaucoup 99. Et donc ça, il faut l'accepter. Et c'est ça que cette part-là qui est difficile d'accepter, que j'essaye en fait de transmettre ou de partager dans mon accompagnement, c'est qu'il y a une décision exceptionnelle, c'est pareil, ça va... Sinon, ça va être un peu complexe. On va tomber, puis l'apprendre un peu plus tard, et des fois, ça sera trop tard. Complètement. Pour résumer, aligner toutes les actions aux ambitions qu'on a, sinon autant faire autre chose. Asma, merci. J'ai adoré cet échange. Merci. Il y a énormément de choses qui ont été partagées, plein de clés applicables. Avant qu'on se quitte, j'ai une dernière question pour toi. Mais avant ça, j'aimerais vous dire encore une fois que si vous avez eu autant de plaisir à nous écouter que je n'en ai eu à animer cet épisode, eh bien faites-le nous savoir via l'espace commentaire, en partageant cette vidéo également, en la likant. Et puis si vous nous écoutiez sur une plateforme de podcast, eh bien mettez 5 étoiles sur votre plateforme favorite. Est-ce que tu peux nous partager le déclic qui a fait toute la différence pour toi, que tu n'as pas encore partagé dans cet échange, dans cette interview, que peut-être tu n'as jamais partagé dans aucune interview? Ça peut être une simple phrase, une situation, une frustration, quelque chose de positif, quelque chose de moins positif, peu importe, mais tu as carte blanche pour le mot de la fin. Alors le déclic, il est simple, c'est vrai que c'est quelque chose que je n'ai pas partagé. Je pense que c'est une petite anecdote, je devais avoir 16-17 ans. J'avais raté le Nuctambus, donc je travaillais des fois je faisais des petits intérims tard. Et puis, j'avais des crises d'ulcères. Donc, je faisais des ulcères très tôt. Donc, j'avais du mal à respirer, j'étais pas bien. Et il y avait un monsieur à mon côté gauche. Et en fait, il m'avait dit une phrase. Et cette phrase, elle m'était toujours restée. Il m'a juste dit, ça se voit que toi, tu es quelqu'un qui respire pas bien. Et ça, je l'avais laissé de côté. Il m'a dit, si tu respires pas bien, c'est un Asiatique, d'ailleurs. Je ne sais pas si c'était japonais, mais parce que c'était un Asiatique, je me rappelle de ce monsieur. Il m'a dit, tu respires pas bien, et moins tu respires, moins tu auras une longue vie. Et en fait, c'est pas pour mieux que j'ai respiré tout de suite après, mais j'ai mis quelque part. Et donc en fait, sa phrase, elle est ressortie bien après dans ma vie. Et donc je pense que c'était un déclic qui me revenait toujours à lui. Et je sais que cet arrêt de bus, c'était un déclencheur pour moi, qu'il fallait que plus je respire, mieux je suis performante. Merci Asma. Merci à toi.